16h07 minutes, on est là, c'est lundi. J'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui en édition spéciale de l'émission Billet de retour, où on va recevoir encore une fois des invités dans le cadre de ce dossier spécial sur la maladie de Lyme qu'on a décidé d'entreprendre, et encore des témoignages aujourd'hui. Bien d'autres intervenants seront là également, mais mon travail de journaliste est celui qui m'amène à vous parler d'actualité à tous les jours. Bien sûr, me demande d'ouvrir une parenthèse où on doit avoir une pensée pour ces victimes du côté de Las Vegas. On en a parlé toute la journée à mon émission ce matin. D'autres ici l'ont fait également en information. Effectivement, ce geste gratuit qui a été posé, qu'il soit de l'État islamiste ou encore d'un loup solitaire ou de quelqu'un qui a été pris d'une crise de folie, c'est certain que ça nous interpelle. On en est rendu à près de 60 morts, 500 quelques blessés, dont certains encore dans un état très critique. Également, aujourd'hui, je fais la même mise au point que la semaine dernière, c'est-à-dire qu'on sera à l'affût de l'actualité. S'il y a des alertes actualité, on en sera avisé et on pourra vous en faire part. Mais aujourd'hui, on se consacre à la maladie de Lyme. Ce lundi, je vous le souhaite très agréable. Jessica, on va garder la tradition. Appuyez sur le bouton. Bonjour! Effectivement, aujourd'hui, nous sommes lundi, c'est le 2 octobre 2017, il est 16h09 minutes. On se retrouve à l'émission Billet de retour, dossier maladie de Lyme, c'est la deuxième. La première, et je vous remercie pour vos commentaires, qui a été très apprécié, très écouté, très commenté également. Et c'est ce que l'on souhaitait, que, bien sûr, ces gens qui sont aux prises avec un possible mauvais diagnostic, la maladie de Lyme ou toute autre situation tournant autour de ce problème, que je considère être un problème, qui ont été interpellés, ont témoigné, mais également vous, auditeurs et auditrices, qui avez été très, très touchés. On remet ça aujourd'hui avec une deuxième émission. Je fais la même mise au point que la semaine dernière, cette émission qui n'a pas pour but de faire le procès du monde médical, qui n'a pas pour but de mettre la faute sur quiconque, mais d'interpeller le monde médical, d'interpeller le monde politique, mais également de vous interpeller, vous, qui, écoutez, on a reçu près de 200 quelques messages et témoignages. C'est la raison pour laquelle on a décidé effectivement de faire ces émissions, mais c'est pour vous également, pour vous dire, on est là, pour vous dire, il faut que votre histoire soit connue. Pour, si humblement on le fait, mais pour vous amener peut-être à avoir un peu d'espoir, une petite lumière au bout du tunnel. Je considérais important, de par le métier que j'exerce, la tribune que j'ai la chance d'avoir, de peut-être la mettre à contribution pour faire connaître votre histoire, parce que je vous avoue franchement que probablement que je n'aurais pas très bien dormi si j'avais ignoré ce que la maladie de Lyme peut causer et ce que ces gens qui vivent en errance médicale vivent. Je vous l'avoue franchement très interpellé. Et vous le serez encore aujourd'hui. Également, en entrevue, nous aurons Maître Jean-Pierre Ménard, qui est un avocat de renom en droit de la santé, qui va venir nous expliquer le dossier. Et j'en reparlerai tantôt, et j'en ai parlé avec Mme Glaser, que j'introduirai tantôt. Il a lancé un message que je vous lancerai également, si vous souhaitez peut-être être un peu plus entendu. Il y a une façon de faire qui est assez simple. Je recevrai également M. Paul Brunet, qui est président du Conseil des malades, de la protection des malades du Québec, qui lui aussi va intervenir. Ce sont des gens qui, ordinairement, publiquement, sur ce dossier, n'interviennent pas. Ils vont le faire parce qu'ils croient qu'il y a injustice, parce qu'ils croient qu'il faut que ça évolue, et en solidarité également. Et je vous le dis, le mot solidarité sera extrêmement important dans la suite des choses. J'accueille en studio, et avec grand plaisir, Sophie Legault-Minard, qui a été la première entrevue que j'ai réalisée. Suite à une histoire qui m'a été racontée, témoignage de Jocelyn Benoît, un collègue, qui est d'ailleurs avec nous, que je salue,
Sophie Legault-Millard qui nous a raconté son histoire en entrevue, qui a été la première qui m'a touché, qui m'a fait réaliser le problème, qui a amené vos témoignages et qui a amené la suite de ce que nous vivons aujourd'hui. Bonjour Sophie. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va bien, merci. Sophie, la semaine dernière, parce que la maladie de Lyme, c'est ça, hein, la semaine dernière, l'énergie était un peu moins là. Oui, non, c'était très pas difficile. une bonne journée. C'était pas une bonne journée. Je faisais mon possible. Et aujourd'hui, ça va un peu mieux. Oui. Mais que sera demain? On ne sait pas. C'est ça la maladie de Lyme. Je te remercie. On aura l'occasion de se reparler avec grand plaisir parce qu'on a des choses à dire. Okay. Elle est là et je lui en suis très reconnaissant également. Et elle tenait à être présente parce que c'est important, vous comprendrez pour elle. C'est Mme Marguerite Glaser, qui est présidente de l'Association de la maladie de Lyme du Québec. Mme Glaser, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Ça va très bien. Excellent. On va se reparler parce qu'il y a des choses à venir. Également, aujourd'hui avec nous, Simon Martin. Simon Martin que je tenais à avoir parce que une collègue a réalisé une entrevue avec lui. On a raconté son histoire. Premièrement, Simon Martin, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien, vous? Je me permets de vous tutoyer. On va se tutoyer. Ben d'accord. Ça va pas mal mieux dans le Nous autres, on va faire ce protocole-là. C'est bon. On va se tutoyer. Simon Martin qui, à un moment donné, s'est battu pendant 12 ans. Oui. Pour être reconnu. Oui. Avec la maladie de Lyme. Lueur d'espoir pour certains, encouragement pour d'autres certainement. À un moment donné, il est appuyé par un médecin québécois. Par un médecin québécois, oui. Oui. À quelle adresse on peut lui envoyer une médaille? Ils sont rares, hein? Ils sont très rares. Ils sont très rares, mais il a réussi, on aura l'occasion d'en parler. Oui. Merci d'être là. Très apprécié. Et on aura des témoignages via le téléphone également. Ils ont pour nom Sophie Legault-Millard ici en studio, bien sûr. Madame Glaser, on l'a dit, Simon Martin. Mais également d'autres gens qui ont accepté, je vous jure que c'est pas facile pour eux, et qui ont accepté via le téléphone de nous raconter leur histoire. Cindy Châtel, Louise Rosa seront parmi nos invités aujourd'hui. Geneviève Rioux, qui va venir nous parler également. Madame Catherine Gagnon sera parmi nos invités aussi. Des gens qui vont nous appeler, et Nancy Mondou. Des gens qui vont nous appeler, qui vont nous raconter leur histoire pour que vous soyez bien à l'affût de problèmes qu'ils vivent, de la situation qu'ils vivent, mais également parce que, je continue de le dire, et je le sais, parce qu'il y a du monde politique, médiatique et médical à l'écoute. Pour ceux qui voudraient le savoir, les contacts se continuent au niveau médiatique, il y a des choses qui se préparent, et peut-être au niveau juridique également, on en jasera. Mais c'est d'interpeller ces gens. Et moi, c'est pour ces gens qui sont peut-être un peu plus fermés, il y en a malheureusement, qui ont un peu plus de difficulté à dormir. Pour les gens politiques, qu'ils réalisent que c'est beaucoup plus que des électeurs et des électrices, c'est des membres de notre société, alors qu'ils soient interpellés par ces gens-là, qui comprennent le problème, parce qu'ils peuvent aussi, eux aussi, mettre une petite pression ou faire en sorte que ça évolue. Et le monde médiatique, parce que qu'on le veuille ou pas, c'est souvent, et je vous demande de la solidarité entre vous, ben c'est souvent aussi quand plusieurs médias sortent ensemble des choses que ça peut faire bouger. Et c'est en train de se faire, et j'en suis très heureux. Sophie Legault-Millard, je commence... j'ai pas eu le temps de m'installer pour être en angle, pour ne pas être obligé de parler dans le dos. Ou de me faire parler dans le dos. Sophie Legault-Millard, la première entrevue où tu as raconté ton histoire a fait réagir beaucoup. Tu as accepté de revenir une deuxième fois. Mm-hmm. Tu reviens une troisième fois. Tu nous accompagnes dans le processus parce que c'est bien important, et je le sais, tu me l'as dit, que tu veux bien sûr améliorer ta vie, avoir une qualité de vie. On vient à bout de souffle. Mais parce que tu penses aux autres également, et il faut que ça serve aux autres aussi. Oui, vraiment. Là, il y a beaucoup de... On va l'entendre dans les témoignages tantôt. Il y a beaucoup d'inquiétudes de la part des gens. Il y a beaucoup... il y a tellement d'informations à dire. Je ne m'attendais pas à ce que tu me poses une question. Mais... Prends ton temps. Ce que je disais, là, oui, je m'excuse. Reprends ton souffle, ça va. Il n'y a pas de problème. C'est ça le direct. Oui. Après toutes ces années, ça m'arrive moi aussi. Sophie, on va prendre notre respiration. Ce que je voulais simplement dire, c'est que je sais que ta démarche, elle est pour toi
Mais les autres tu penses aussi. aux autres oui, aussi. Il y a beaucoup de personnes que je vois qui sont en souffrance. Il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup de ressentiment, il y a beaucoup de gens qui ressentent l'injustice parce qu'ils restent avec leurs problèmes, avec pas de diagnostic, mais des souffrances. Puis ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable. On comprend, mais faut pas lâcher. Faut continuer à persister. Puis se faire entendre, briser le silence, puis c'est ça, parce que faut continuer. Oui, il faut continuer. Oui. Madame Marguerite Lazare, présidente de l'association, vous l'avez mentionné lors de la première émission lorsqu'on s'est rencontrés, de tous ces cas que vous entendez, parce que vous, en plus de vivre la maladie, d'avoir les problèmes de Marguerite Lazare à régler, on a ceux des autres, vous recevez des témoignages, des cas qui vous ont soumis, vous devez gérer tout ça, ce qui est probablement pas toujours facile pour le moral. Mais je tiens à répéter pour les gens qui n'étaient pas à l'écoute et qui sont peut-être là, c'est que c'est une réalité qui frappe beaucoup plus de gens que l'on pense, la maladie de Lyme. Et le combat de l'association, et je vais vous laisser répondre, je ne veux pas mettre les réponses dans votre bouche, mais les combats de l'association, c'est bien sûr d'accompagner ceux et celles qui veulent être reconnus, ceux et celles qui ont besoin de ressources et d'aide, mais également des gens qui présentement, parce qu'il y en a qui ont été diagnostiqués maladie de Lyme, qui sont soignés pour ça. Vous êtes aussi leur association à ces gens-là. Oui, exactement. Puis en fait, ce qui est le plus difficile pour nous, c'est qu'on est une association qui ne peut vraiment offrir de solutions au Québec. Ce qui est une chose vraiment difficile, je dirais même impossible à gérer. C'est frustrant. Oui, c'est ça qui est, je dirais, le plus frustrant parce que puis là, les gens, des fois, ils se fâchent puis ils disent, mais comment ça? Moi, je veux de l'aide ici. Je veux dire, on a un système de santé universel, on s'attend à avoir de l'aide. Fait que, puis nous, on peut toujours pas leur donner ce soutien-là. Puis c'est très difficile quand on commence à s'intéresser à la maladie de Lyme, où on pense qu'on l'a, de comprendre à quel point c'est un sujet qui est politisé, c'est un sujet qui est controversé, c'est un sujet qui fait que on devient une personne un peu à l'extérieur. Tu disais tantôt qu'on était des citoyens, ça m'a fait sursauter parce qu'à la limite, je me sens même plus citoyen, je me sens même plus que j'ai cette protection-là. J'en ai plus de... je ne crois plus que le Québec pourra s'occuper de moi en cas de maladie. Ça, j'y crois pas en ce moment, à cause de mon vécu de 15 ans. Fait que, puis tout le monde se heurte à la même chose. Et pour le reste des gens de la société, ben, ça devient encore plus bizarre parce que eux, ils croient encore à cette idée qu'au Québec, si on est malade, on va se faire soigner. Fait que là, tout à coup, ils commencent à douter de nous parce qu'ils se disent, ben, non, moi, je crois en mon Québec, là. Mon Québec, au Canada, on a des soins. Donc, c'est une situation qui est particulière et très difficile. Et oui, on parle de détresse et tout ça. Ça aide vraiment pas à cette détresse-là. Effectivement, c'est pour ça que je voulais que publiquement soit révélé ce genre de témoignage et qu'on l'entende. Parce que moi-même, quand j'ai pris le dossier, je vous jure que je m'attendais pas à tout ça. Et la semaine dernière, les témoignages que l'on a entendus, certains me connaissant le savent, j'ai une bonne gestion de mon stress, c'est assez dur à ébranler sur les ondes. J'étais ébranlé. Alors je me dis, il faut que les gens le soient, et plein de gens l'ont été d'ailleurs. Merci de ces premiers témoignages. Je me tourne vers notre invité, M. Simon Martin, qui est avec nous. Merci de vous être déplacé. Ça fait plaisir. Très apprécié. Il y a déjà eu un reportage sur vous. Hein, on a raconté un peu votre histoire, de là où ça m'a été référé, et de là où j'ai dit, bon, à quelque part, il y a une lueur d'espoir. À quelque part, il y a peut-être quelque chose de possible. Et en même temps, ce que j'ai beaucoup aimé, et on y reviendra, c'est que vous continuez à appuyer d'autres personnes. Vous êtes là pour les autres. Mon cas, il est pas tout à fait réglé, mais il va mieux. Mais je suis là pour les autres aussi. Oui. On va commencer par le début, c'est-à-dire le moment où, pendant 12 ans, vous allez faire 13 ans à la fin du mois. Vous battre pour qu'on dise enfin, OK, c'est la maladie de Lyme. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé dans les premiers symptômes? Le jour 1, là, où ça a commencé à chavirer dans la vie de Simon Martin, ça ressemble à quoi? Le jour 1, ça a commencé par de la fatigue. Une grippe musculaire vraiment intense. Puis, à peine quelques mois après, une dépression.
m'ont diagnostiqué dépression majeure, étant donné ma fatigue extrême. C'était un de mes gros symptômes, c'était la fatigue, les douleurs. L'été suivant, j'ai fait un AVC qui serait dû à tout ça. J'ai été diagnostiqué sclérose en plaques, fibromyalgie. On m'a déclaré même invalide à 100% avec la fibromyalgie. Puis, sans jamais me soulager, sans jamais vraiment m'aider dans ma vie de tous les jours. Étant un diagnostic d'exclusion, la fibromyalgie, à un moment donné, on se sert de ça comme porte de sortie, malheureusement, trop souvent, sans fouiller plus loin. Parfois, c'est le protocole, c'est comme ça, mais il faut ouvrir nos horizons. C'est pour ça que moi, je continue. Mon cas, il n'est pas réglé encore, il est loin de l'être. Puis, il a fallu que j'abandonne le traitement il y a 2 mois et demi parce qu'il était trop intense. C'était trop difficile pour moi, j'ai perdu 40% de mon poids. Si du départ, ça aurait été pris en main, ça aurait été 1 mois d'antibiotiques, on n'en parle plus. Puis j'aurais eu ma vie que j'avais le droit d'avoir. Mais je ne l'ai pas eu, cette vie-là. Le jour 1 jusqu'à plus tard, il n'y a jamais un médecin, il n'y a jamais un urgentologue quiconque qui a dit on va tenter peut-être d'aller voir si c'est la maladie de Lyme. On ne l'a même jamais envisagé. Environ une dizaine de fois, oui. J'ai passé une dizaine de fois le test au Québec. Oui. Négatif? Ça a sorti négatif. OK. Et pourtant, sur les 300 quelques symptômes reconnus de la maladie, il y en a un que j'ai pas. Puis c'est les crampes menstruelles parce que je suis un homme. C'est celle que j'ai pas. On aurait été très surpris du contraire. Et voilà. Mais pour vous dire à quel point que j'ai tous les symptômes. Tout est là. Tout est là. Tout est là. Dans cette histoire racontée, dans ce témoignage que vous faites, à un moment donné, vous allez aux États-Unis? Oui. Aux États-Unis, on vous diagnostique? Oui. On vous donne des traitements? Oui. Ça change du jour au jour? Non. Le traitement, il est plus pénible que la maladie encore parce qu'il fait sortir tous les symptômes de façon multipliée, je pourrais dire même. C'est pour ça que moi, j'ai dû arrêter le traitement. Il était trop difficile pour moi. Certaines personnes vont le prendre mieux. Pour moi, il était trop difficile. Il y a quand même un médecin au Québec. Expliquez-moi comment ça s'est passé, cette reconnaissance qui a dit, on va prescrire les recommandations et traitements venant... Elle a fait des recherches personnelles elle-même sur le sujet. Puis, elle trouvait effectivement que tout concordait vraiment dans mon cas. J'ai même sorti mes dossiers médicaux qu'on voit là-dedans. Je suis allé à l'hôpital pour la piqûre, morsure de l'insecte et tout. Puis, elle a décidé d'être plus curieuse peut-être que la moyenne, d'aller voir comment fonctionnait le traitement, l'analyser, voir les chances que ça réussisse. Puis elle a dit, on va tenter le coup, mais je vais suivre de près. Elle dit, je vais te prendre en main, je vais me fier à ce que le médecin américain recommande. Ça me semble logique. On va y aller comme ça. Puis c'est de cette façon-là qu'elle m'a aidé énormément. Je ne sais pas si quelqu'un du milieu médical à l'écoute, je pense que oui, moi. Des médecins, tu l'as dit, elle a été curieuse. Elle a dit, il y a une logique, je vais aller fouiller. Elle a pris l'initiative personnelle. Je pose ça paraît ironique, là. Votre médecin, dont je ne veux pas le nom, mais que plein vont vous demander, mais je veux pas le nom. Votre médecin, là, elle n'est pas rayée de l'ordre du Collège des médecins. Pas du tout. Elle est encore là. Puis, toutes les fois, je la vois, elle est très souriante de me voir, elle est très contente, même si je suis allé en public dire j'ai mon médecin qui m'a dit ça, puis j'ai jamais caché l'endroit où j'étais suivi, à quel hôpital. C'est seulement que le nom du médecin, je n'ai pas nommé. Non, bien sûr. On comprend les raisons. Oui. Mais jamais elle me fait un commentaire de quoi que ce soit. Elle n'a pas été tapée ses doigts du tout. Parce que plus tard, je le racontais à Mme Blazer et à Sophie, plus tard, j'aurai Maître Jean-Pierre Ménard qui, dans une conversation hier et aujourd'hui, sur les ondes, il a accepté de le dire. On a travaillé fort. Il a accepté de dire, c'est pas le Collège des médecins qui empêche les médecins de fouiller ou d'aller vers d'autres avenues. Et il va nous le dire. Et je suis content. Parce qu'on cogne pas toujours sur le bon clou. Voilà. Vous l'avez dit. C'est pour ça que je lui ai dit, votre médecin, il n'est pas rayé, là. Il n'a pas été au conseil de discipline, rien, là. Il a voulu ce qu'elle m'a dit, puis... Non, elle ne serait pas souriante comme ça. C'est ça. On l'aurait su. Exactement. On l'aurait su. Votre histoire... J'aurais été le premier à le dire. Oui, puis votre histoire, il en aurait parlé une fois, puis de la sienne 4 fois. Et voilà. Ça, c'est sûr. Donc, et là, aujourd'hui, vous dites que le traitement était trop fort, trop brusque pour mes capacités. C'est donc dire qu'on a dû stopper? On a dû stopper. Et là, il arrive quoi? Je vais prochainement commencer un traitement naturel. OK. Je vais y aller là-dessus. C'est quand même plus doux pour le corps, plus facile. Par antibiotique, plus efficace, évidemment, mais trop dur pour moi. OK. Et ça, on l'a reconnu aux États-Unis en disant, effectivement,
Est-ce qu'ils ont reconnu que... Ils ont déjà vu ça, que c'était trop fort pour eux. Ils savent ça. C'est pas tout le monde qui peut aller. Non, le traitement, il est vraiment difficile. Okay. Puis c'est accompagné d'un régime vraiment strict, là. L'alimentation, là, j'ai travaillé 20 ans en alimentation, puis je me suis rendu compte que je connaissais pas ça du tout. J'ai appris à connaître l'alimentation en essayant d'apprendre mon régime alimentaire. Chaque chose est importante pour enlever de l'inflammation, pour pas nourrir la petite bête, comme on dit. C'est complexe, c'est une autre vie. Alors, s'il y a 12-13 ans, là, on avait allumé, là, on n'en serait pas là. On serait pas là aujourd'hui. Le 12-13 ans, j'étais à ma semi-retraite parce que j'avais vendu un commerce à bon profit. Puis 12 ans plus tard, ben, je possède plus rien. La maladie m'a tout enlevé. On l'entend tellement souvent, hein? Tout perdu. Tout heureusement, vous avez rencontré, et j'aimerais dire aux médecins à l'écoute, aux docs, qu'on fait pas votre procès. Là. C'est pas eux autres qui vous parlent, c'est moi. Médecin curieux, qui a fouillé, qui s'est intéressé, qui a dit « Hey, ça se peut ». On n'entend pas ça souvent, il paraît que ça se peut pas. Il paraît... Est-ce que vous êtes déjà fait dire au début que c'était dans votre tête? Ah, mon Dieu, oui. Ça, c'est la phrase magique. Plusieurs fois. J'avais des communications avec l'équipe du professeur Perron en France, qui on m'a envoyé des extraits, puis même eux se font dire ça. Ça commence dans votre tête. On l'a entendu la semaine dernière, tout le monde se fait dire que c'est dans votre tête. Sans vouloir vous couper, j'ai vu mon neurologue au mois de décembre dernier, 3 mois avant mon diagnostic. Puis, il voulait encore aller me faire voir un psychiatre, parce que lui, il disait que c'était encore de l'anxiété. Ça fait 5 fois que je vais avoir des... Ça aurait été la 5e fois que j'avais voir un psychiatre qui aurait dit que c'est pas de l'anxiété. J'ai des spasmes. On le voit d'ailleurs dans mes vidéos Facebook et tout ça. Il n'y a pas un spasme qui peut être produit par l'anxiété à ce point-là. C'est impossible. C'est neuropathique, neurologique, c'est physique. J'ai jamais compris qu'un neurologue, en dedans de 30 secondes, puisse dire quelque chose comme ça sans rien les vérifier. Effectivement, c'est... Sans même te regarder dans les yeux. Il regarde son écran. Le diagnostic est fait assez rapidement, effectivement. Sans indiscrétion, vous avez une canne pour vous soutenir? Oui. Parce que quoi? Il y a c'est moins fonctionnel. Je vais perdre d'équilibre. Ouais. Puis, en plus, étant donné que j'ai perdu 50% de ma masse musculaire, j'ai de la misère à me supporter aussi. Ça revient tranquillement pas vite. Là, je fais plus d'exercices, je me rendurcis. Mais oui, j'ai besoin de ça pour me déplacer. Et juste pour dire, là, c'est sûr, on en a parlé, le traitement c'était trop choc pour le corps. Ce que vous avez réussi à obtenir quand même comme reconnaissance suite à un médecin plus ouvert, c'est qu'à un moment donné, il y avait quand même une partie de vos médicaments, de vos traitements qui étaient effrayés par l'État. Oui. Ben, pas par l'État, par mon assurance privée. Par l'assurance privée. Par l'assurance privée. Qui l'a reconnu. Qui l'a reconnu. Si c'est dans le... Parce que c'est le médecin au Québec qui a tout changé. Le médecin au Québec qui prescrit un médicament qui est dans la liste, dans la grille des médicaments remboursés, que ce soit par la RAMQ en assurance privée, va être remboursé, s'il est dans la grille. Parce qu'elle a été, oui, Mme Glaser. Je voudrais juste rajouter, pour clarifier, les médicaments qu'on utilise pour la maladie de Lyme, c'est des médicaments qui existent au Canada. Ils ont toujours existé. Ah, c'est des antibiotiques qu'on peut avoir pour plusieurs autres problèmes de santé et maladies. Même certains, on peut les avoir à long terme, comme la doxycycline pour l'acné, par exemple. On peut avoir des prescriptions pour 1 an, 2 ans. Pour ça, pas de problème. Pour la Lyme, non. Aucune chance. Pas plus que 3 semaines. Voilà. Oui, parce qu'après ça, vous êtes supposé être guéri. Hein, c'est terminé. C'est là qu'est le problème. Au pire, ça reste dans la tête. Ah non, c'est dans votre tête. Simon Martin, merci beaucoup. Vous êtes appelé à intervenir à tout moment. Hein, on aura l'occasion de faire des tables rondes comme ça. On va aller, pardon? Mon invité est déjà là, OK. On va faire la pause à cette heure-ci, cependant. Après, l'invité sera là à 16h35. On aura notre invité au téléphone. On va faire la pause sur votre billet de retour. Dossier spécial sur la maladie de Lyme aujourd'hui. Sur votre CPAM 1410, CJMS 1040 AM. Chers téléspectateurs de CPAM TV, en webcam studio également. Merci d'être là. À tantôt. Sur votre CPAM 1410 AM, CJMS 1040 en webcam studio via CPAM TV. Je veux tout de suite aller en entrevue juste avant. On a mis le point sur quelque chose tantôt et je veux le réitérer. Simon et Mme Glaser, ce que l'on offre aux États-Unis, les médicaments, ça ne sort pas de la planète Mars. C'est pas made in USA. C'est ici au Québec, c'est disponible aussi.
Le problème, c'est pas que ça n'existe pas, c'est d'y avoir accès, on sait avec tous les problèmes, mais c'est pas miraculeux que là-bas, ça existe ici, là. Oui, c'est disponible au Canada. Moi, les premiers mois de traitement, avant que mon médecin québécois embarque dans la chose, je m'ai procuré en Ontario. Et voilà. C'est des médicaments canadiens. Alors voilà, ça c'est le point important. En ligne, Madame Cindy Châtel. Madame Châtel, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous dans les circonstances aujourd'hui? C'est une journée assez dure. C'est une journée dure. Oui, une grosse fin de semaine, je vous dirais. OK, donc l'énergie est un petit peu moins là. L'énergie, la douleur, les spasmes, un petit peu tout, là. C'est vraiment une grosse fin de semaine. Et ça, c'est... on pourrait se parler dans 2 jours et vous pourriez me dire, ben, ça va un peu mieux, j'ai un peu plus d'énergie. Quelques heures après, vous êtes en perte d'énergie, c'est ça le oui, malheur. C'est incroyable. Une semaine, je vais super bien, j'ai de l'énergie. Le lendemain, je vais tomber à terre. C'est vraiment comme ça. C'est ça. Hein. Madame Châtel, vous êtes atteinte depuis 2014 de la maladie de Lyme et de co-infection. Est-ce que vous êtes présentement sous traitement? Oui, je suis traitement depuis le 31 janvier. Depuis le début de l'année 2017? Oui, effectivement. Dites-moi un peu et racontez-moi le processus, comment tout ça est arrivé et comment le milieu médical vous a pris en main. Comment ça s'est passé pour vous? Mais moi, je suis tombée malade, comme vous disiez, en 2014. Ouais. J'ai eu sur ma cuisse une érythème migrant, qui est vraiment l'acide que donne une tique infectée. Sauf que le médecin que j'ai vu n'a pas su savoir pour le lyme. Il m'a dit que j'avais fait une réaction allergique. Il m'a donné du Benadryl. Et ensuite, je suis tombée gravement malade. J'ai eu une grosse grippe d'homme, comme qu'on dirait, avec de la fièvre. Ensuite, j'ai eu les frissons, les sueurs, étourdissement, la vue trouble, des mal de tête, mal aux yeux. J'ai une oreille qui m'enflait. Ensuite, c'était un pied, un genou. Je pleurais. L'espace musculaire. Ça a été vraiment une chute aux enfers. Et de jour en jour, j'avais tant de nouveaux symptômes qui se rajoutaient. En 2015, en août, j'ai eu une douleur énorme. Et quand je vous dis énorme, j'aurais voulu mourir sur le coup au cœur. Alors, j'ai voir mon mari et je suis tombée dans ses bras et je respirais plus. Là, vous vous êtes retrouvé bien sûr en urgence? Oh oui, l'ambulance et tout. Alors, à l'hôpital, ils m'ont examiné. Ils m'ont juste dit que j'avais eu un spasme musculaire au cœur. Point final. Sans autre investigation? Sans rien. Que c'est des choses qui arrivaient, que j'étais comme pas chanceuse dans la vie. Mais là, ça a été... à chaque jour, c'était vraiment de pire en pire. Et à un moment donné, je suis tombée sur un article de Sabrina la policière qui contait son histoire, qui avait vu 50 docteurs. Et elle parlait de d'érythème migrant. Et là, je me suis souvenue de ma piqûre de 2014. Alors ensuite, j'étais voir des médecins qui m'ont dit non, t'as de la fibromyalgie, t'as de la fatigue chronique, t'as de la douleur chronique, t'as de l'arthrose. Et j'ai passé des IRM pour la sclérose en plaques, et on pensait à ma glande, au lupus, mais avoir la maladie de Lyme, c'était impossible. Sans investigation encore là? Mais j'ai passé une prise de sang, l'ELISA, qui est revenue négative, mais qu'on voyait que j'avais des anticorps antinucléaires qui prouvaient que je combattais une infection, sans plus. Okay. Mais qu'avoir la maladie de Lyme au Québec, au Lac-Saint-Charles, parce que moi j'ai été contaminée soit au Lac-Saint-Charles ou en Beauce, puisque je n'ai pas traversé les frontières, c'était impossible d'avoir la maladie de Lyme. Oui, parce que encore là, c'est par secteur. Hein. Si y a des gens de Montréal, je le disais la semaine dernière, qui m'ont écrit pour me dire, vu que j'étais à Montréal, mon médecin m'a dit non, à Montréal, c'est pas possible, il n'y en a pas. Non, il faut croire que l'éthique, il faut qu'il y ait un passeport pour les frontières. Oui, c'est bon ça. C'est sans qu'une tête. Madame Châtel, vous dites en traitement depuis l'année 2017. Qu'est-ce qui est arrivé? Quel a été le cheminement pour en arriver là? Bien, au fond, comme je vous dis, grâce à l'article que j'ai lu, je me suis intéressée à la maladie de Lyme et je suis tombée sur la QML et j'ai écrit pour savoir davantage sur la maladie. Ensuite, via le groupe, j'ai entendu parler du médecin des États-Unis qui pouvait nous soigner. Il fallait des sous. Je suis mère de 5 enfants à la maison, alors c'est pas quelque chose qui pousse facilement. Alors, j'ai fait une levée de fonds qui me permet de pouvoir partir et aller me faire diagnostiquer
et aux États-Unis. Et comme de fait, je suis positive à la maladie de Lyme et à 2 co-infections. Depuis le traitement, très loin de la perfection, mais vous avez senti un changement dans votre vie, un peu? Oh mon Dieu, ça m'a sauvé la vie. Ça m'a vraiment sauvé la vie. J'étais plus capable de rien. J'avais de la misère à prendre un bain, à donner un bain, à faire mon lavage, à cuisiner pour mes enfants, à ramasser la vaisselle. Non, j'avais plus de vie. Marcher sur les murs, me tenir, parce que j'avais trop peur de perdre l'équilibre. Et depuis mon traitement, qui est très difficile pour le corps, comme disait Simon, c'est vraiment pas évident. Je prends 32 pilules par jour. Juste pour vous dire une petite idée de produits naturels, d'antibiotiques, de vitamines, un régime sans gluten, sans sucre, sans produits laitiers, sans levure. Mais une chance, ça m'a vraiment sauvé la vie. Je vous dirais, tout dépendant les journées, je suis peut-être à 30%, 40% mieux. Ce traitement-là venant des États-Unis coûte des sous, vous l'avez dit, levée de fonds et tout. Vous êtes toujours, en plus de tenter d'avoir une vie meilleure, de reprendre la santé, vous êtes toujours à vous battre aussi pour être capable de continuer à les avoir, ces médicaments-là. Oui, mais moi, sérieusement, j'ai une chance assez incroyable. J'ai un très, très, très bon médecin. Vraiment, qui me soutient, qui avait peur au début, à cause qu'elle n'était pas à l'aise avec la maladie, ne connaissait pas trop comme le traitement. Et quand j'ai vu mon médecin, mais j'ai été la revoir avec mon nouveau protocole, au fond, avec le traitement, et ils travaillent ensemble pour m'aider. Alors, j'ai vraiment une chance incroyable, mais elle est très peureuse de peur que les mains liées par leur protocole de Santé Canada, que trop de médicaments, ils peuvent pas à une limite. Mais on parle pas trop fort et grâce à elle, j'ai un très bon suivi. Heureux de l'entendre. On sent qu'il y a une certaine ouverture. Je suis heureux de vous entendre dire aussi que c'est peut-être Santé Canada, certains protocoles, parce que effectivement, le médecin qui veut et que les autres l'entendent, s'il vous plaît, là, quand vous voulez, vous pouvez. Et le Collège des médecins aurait peut-être la responsabilité de demander des formations ou d'informer davantage ces médecins. Parce que vous venez de dire quelque chose que je trouve important, puis que d'autres m'ont dit, certains intervenants, c'est la méconnaissance souvent. C'est pas juste de la mauvaise volonté. C'est pour ça qu'on ne veut pas faire le procès des médecins. Là. Il y a beaucoup de méconnaissance aussi. Moi, je connais pas ça. Là. Je sais pas trop où je m'en vais avec ça. Non, effectivement. C'est pour ça qu'elle m'a référé au début en infectiologie pour pousser plus loin là-dedans. Mais l'infectiologue me rit en pleine face que la maladie de Lyme, ça se pouvait pas. Que c'était carrément impossible. C'est vraiment là que j'ai comme une claque d'en face, parce que non, c'est pas vrai là que j'aurais pas de ainsi. Et que grâce à tout ça, au fond, j'ai été voir les États-Unis qui m'ont diagnostiqué, qui m'ont traité, et que grâce à ça, mon médecin a plus de connaissances envers la maladie. J'espère la partagera avec d'autres. Non, j'espère aussi. On l'espère. Oui, on l'espère vraiment. Madame Châtel, donc votre vie a pris un peu de mieux. Oui. Vous êtes maman de 5 enfants. 2 enfants à moi, mais 5 enfants ensemble. 5 enfants ensemble. C'est une grosse famille. C'est une grosse famille. Vous avez le support de votre famille? Oui, ça, depuis le début. Qui est sûrement essentiel. Ma famille et mes amis sont tellement là pour moi. J'ai tout de même, dans toute cette histoire qui est malheureuse, une chance incroyable d'avoir des amis, un mari, des enfants aussi compréhensifs. Madame Châtel, d'avoir témoigné nous a fait voir un autre aspect très intéressant. Merci beaucoup. Je sais que ça vous en a demandé énormément. Merci de l'avoir fait, de vous être arrêté. Je ne peux que vous souhaiter bonne chance et espérons que tout ce que l'on partage comme témoignage va sensibiliser et nos auditeurs et auditrices, mais la société en général, mais ceux qui doivent être interpellés. Merci beaucoup, Mme Châtel. Un gros merci, une bonne journée. Merci, c'est mon Je vais aller à Mme Rosa dans quelques secondes. Jessica, on commence à l'entendre de plus en plus. Un peu ce que je reviens à Maître Ménard, vous allez l'entendre, mais ce que Maître Ménard m'expliquait également hors micro, c'est-à-dire que quand le médecin veut, là, il peut. Mais il y a une méconnaissance. Il y a une peur de l'inconnu. Ils sont inconfortables également. Puis elle l'a dit, mon médecin est ouvert, il m'en va voir quelqu'un en infectiologie qui me dit ça se peut pas, tu rêves. Alors c'est souvent un énorme problème. Monsieur Martin, juste avant avec Mme Rosa, vous avez vu combien de médecins, d'urgentologues dans votre épopée de 12 ans qui vous ont qui n'ont jamais
jamais pensé à la maladie de Lyme ou qui l'ont évité. On parle de 10, 15, 20 médecins différents? 30 médecins différents? 40? Spécialistes, oui. Des gens qualifiés, là. Oui, des gens qualifiés. Mais qui connaissent pas ça. Sophie, on parle de... Non, tu me l'as raconté, tu l'as raconté, incroyable aussi. Dans le fond, on était un petit peu face au phénomène, si on veut banaliser un petit peu, la fibromyalgie, exemple, il y a 20 ans. C'était pas connu. Maintenant, ça l'est plus. La maladie de Lyme, c'est un petit peu ça qui se passe en ce moment. Les médecins commencent à s'en intéresser. On va en savoir de plus en plus. J'ai fait des recherches là-dessus. Vous savez ce que l'on disait aux dames qui avaient des problèmes, la fibromyalgie, avant de la reconnaître au début. C'était dans leur tête. C'était dans leur tête. C'est ça qu'ils leur disaient, madame, c'est dans votre tête. Vos hormones. Bon. Madame Louise Rosa, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous dans les circonstances, Madame Rosa? Aujourd'hui, c'est pas une très bonne journée. Ça n'a pas été une très bonne fin de semaine. Mais le fait de vous parler, je me dis, c'est bon. Ça va faire avancer les choses. Puis ça fait du bien au moral. Effectivement, c'est le but aussi, c'est important, ce que vous dites là, de pouvoir le raconter, être cru, être accepté. Madame Rosa, j'ai introduit un peu votre histoire. Vous m'écriviez que vous n'êtes pas en mesure de dire à quel moment exactement vous vous êtes fait piquer par une otique infectée. Vous habitiez Sherbrooke en Estrie lorsque vous avez commencé à avoir des problèmes d'articulation. Vous avez passé des tests et qu'est-ce que ces tests ont révélé au départ? Au départ, on m'a dit que je faisais des tendinites à répétition. Je me rappelle en 2010 avoir eu une grosse grippe en plein été. À l'époque, je me suis posé la question, mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Moi qui est si en forme, avoir une grippe en plein milieu d'été. Et puis, par après, sans faire le lien avec la grippe, je m'entraînais beaucoup, mais j'ai commencé à avoir des tendinites au coude à répétition qui se guérissaient pas. J'ai commencé à avoir des problèmes de maux de genoux. Et puis, en 2012, je suis déménagée dans les Laurentides en 2013. Et puis, je suis allée en République dominicaine où est-ce que je me suis fait piquer par un insecte. Et quand je suis revenue, c'est à partir de ce moment-là que ma vie a dégringolé. Et là, vous vous retrouvez avec... complètement chaviré. Bousculer votre vie complètement, vomissements intenses, douleurs articulaires, musculaires, problèmes de peau, problèmes de concentration. Là, finalement, tout arrive. Et là, c'est la course aux spécialistes qui commence. Effectivement, on me fait voir dermatologue, microbiologiste, infectiologue, néphrologue. C'est les examens, les IRM, EMG. J'ai même eu droit à des infiltrations de cortisone au niveau de la colonne cervicale. Et puis, étant donné que tous les résultats, excepté celui de la maladie de peau, où est-ce qu'on a effectivement vu une maladie de Morphée, à part cette maladie-là, on ne trouvait rien de vraiment précis. Un peu de facteurs au niveau de l'arthrite rhumatoïde, mais on me dit qu'il n'était pas assez élevé pour dire oui, vous faites vraiment de l'arthrite rhumatoïde. Par contre, depuis ce temps-là, mon facteur est devenu plus élevé et aujourd'hui, on me diagnostique aussi arthrite rhumatoïde, mais on me diagnostiquait fibromyalgie, troubles du sommeil, fatigue chronique, dépression. On m'a traité avec des médicaments. Je pourrais sortir tout ce que j'ai de médicaments que j'ai jamais fini les bouteilles parce que étant donné que ça faisait pas effet, on me represcrivait d'autres médicaments. C'était un par-dessus l'autre et ça a été la course folle jusqu'à l'automne 2016. Mais juste avant, Mme Rosa, je vais revenir sur quelque chose. Là. Oui. Au moment où on va diagnostiquer fibromyalgie, trouble du sommeil et tout le reste, j'aimerais que l'on mentionne que c'est parce qu'on ne trouvait pas de résultats concluants pour une maladie quelconque.
Exactement. T'es pas capable de dire ce que vous aviez? Non. Impossible de dire ce que j'avais. On m'a même fait voir un psychologue qui était spécialisé en fibromyalgie. Dans ma région à moi, j'ai fait un suivi pendant 6 mois et ça n'a absolument rien donné. C'était pas dans ma tête, mais on a continué à dire que j'avais la fibromyalgie et puis que j'étais pas chanceuse. Je me suis même fait dire ça par un infectiologue de Mont-Laurier. Là, vous n'étiez pas chanceuse, c'est que le système médical n'a pas trouvé de résultat de maladie concluante. Exactement. Et a décidé de vous en donner des bobos. Exactement. Pour pouvoir vous soigner. C'est pas vous qui le dites, c'est moi. Et puis, je vois également, ça vient toujours... vous êtes en arrêt de travail, Mme Rosa, depuis 1 an et demi. Il n'est pas possible pour vous de travailler. Impossible. J'ai de la difficulté à conduire. Moi, ma famille est à l'extérieur. Je viens de la région de Sherbrooke, mais j'habite dans les Laurentides et toute ma famille est à 3 heures de chez moi. Juste un exemple, en fin de semaine, je devais aller voir ma famille. Ça a été impossible pour moi, impossible de conduire. J'ai présentement trop de douleurs dans les mains et les jambes. C'est présentement l'enfer. Madame Rosa, je sais que vous le dites, là, ça va un peu moins bien et tout. Je veux que les gens réalisent, puis je l'ai déjà dit, c'est pas pour faire du sensationnalisme, c'est la réalité. On n'invente pas l'histoire. Vous, il vous arrive la douleur. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je veux pas... parce que je veux vous parler de petits problèmes psychologiques aussi qui font en sorte que des fois, tellement vous avez mal, tellement vous êtes un peu dépourvu, qu'il vous est arrivé aussi d'avoir des idées noires. De dire, moi, là, je ferme les lumières. Ça vous est arrivé, ça? Excusez-moi? D'avoir des idées noires, de dire, moi, je ferme les lumières, je suis plus capable, à cause j'ai trop mal. Oui, moi, ça m'est arrivé et plus d'une fois. Ça m'est arrivé lorsque j'ai commencé à avoir des problèmes au travail parce que j'étais plus capable de me concentrer. J'étais plus capable de faire la comptabilité sans faire d'erreur. Je me faisais taper ses doigts. C'était rendu angoissant. J'avais peur de perdre mon emploi. Je savais pas, je me reconnaissais pas. Moi qui avais tout le temps été si précise dans mes choses, si exigeante face à moi-même pour réussir mes choses correctement, il n'y avait plus rien qui fonctionnait. Je ne fonctionnais plus, je ne me reconnaissais plus. J'avais tellement mal, je me sentais jugée par les gens. Je me sentais, moi-même étant très exigeante face à moi-même, je me trouvais incompétente. Et puis, j'arrivais pas à me reconnaître là-dedans. Et la douleur et le manque de sommeil m'ont fait sombrer à quelques reprises dans des périodes où est-ce que oui, j'ai eu des idées noires et j'ai eu des idées de suicide. Quand ça va un peu moins bien, Mme Rosa, quand il y a des journées comme aujourd'hui et d'autres, il y a des moments où psychologiquement c'est plus difficile. Est-ce que vous avez des ressources autour? Vous avez des gens pour vous appuyer, pour vous aider? J'ai un conjoint formidable avec qui je suis capable de m'asseoir et de parler de ces idées-là. Je suis capable de lui dire chérie, aujourd'hui, je vais vraiment pas bien, puis j'ai plus le goût, puis je sais plus pourquoi je vis. Ça, je suis capable de lui dire. Il est d'une écoute et d'une aide extraordinaire. C'est ce que je voulais entendre, au moins. Madame Rosa, votre témoignage nous a fait grand bien, va aider à la cause, bien sûr. Je salue votre courage, je salue votre combat. Et sachez que ça nous a fait du bien de vous entendre et on espère se parler dans de meilleures circonstances et un jour peut-être pour brasser davantage le système. Merci beaucoup, Mme Rosa. Très bonne journée. Ça me fait plaisir et puis je vous remercie énormément à vous et votre équipe de prendre en considération toute notre population de gens malades et atteints de la maladie de Lyme. C'est important d'avoir des gens comme vous autour de nous.
Merci beaucoup. Merci à vous, Mme Rosa. C'est un grand plaisir. Je m'en suis fait un devoir et de toute façon, je ne serais pas là si vous n'étiez pas tous là. Mme Glaser, je veux qu'on tente, parce que je sais qu'il y a des gens qui se posent des questions, que l'on tente. Souvent, j'entends, le diagnostic était négatif. Il y a des gens qui vont dire, ben, je vous l'ai fait le test. Négatif. Qu'est-ce qui fait que ce soit... parce que moi, on m'a dit que c'était pas assez sophistiqué, qu'on poussait pas assez nos tests ici. Est-ce que c'est le cas pour que ça devienne négatif, mais que finalement, c'est probablement quand même ça, la maladie de Lyme? Mais c'est très complexe, parce que ça vient c'est basé sur des standards qui ont été mis en place il y a 30 ans à peu près. En gros, il y a les tests sanguins qu'on fait pour la maladie de Lyme au Québec, au Canada, c'est en 2 volets. Donc, il y a le premier volet ELISA et le deuxième, le Western Blot. Peu de gens se rendent au deuxième parce que l'ELISA, il est très souvent négatif. Pourquoi? Ben, en partie, c'est parce qu'il n'est pas assez sensible, mais en deuxième partie, c'est justement... Mais cette sensibilité-là, elle a été réglée pour ne pas avoir trop de cas positifs. La première fois qu'on entend ça, on se dit « Ah, de quoi on parle? Ça se peut pas. » Mais c'est qu'en médecine, on a aussi une partie qu'on appelle la surveillance. Fait que c'est pas pour les médecins, c'est pour la surveillance de la maladie. Ça a été calibré pour garder juste un certain nombre de cas. Ça va juste être positif pour un certain pourcentage de cas pour qu'on puisse continuer à dire que c'est rare. C'est un peu mélangeant. C'est une scientifique, Vette Lloyd, qui m'a expliqué ça. On va loin, là. Mais oui, ça a l'air compliqué. On ose faire ça? On a osé faire ça? C'est pas nécessairement pour ne pas que les gens se fassent diagnostiquer. C'est juste qu'à la base, la calibration du test a été faite sur la base que c'est une maladie rare. Donc, on le calibre d'une certaine manière. Donc, il n'y aura jamais beaucoup plus de cas qu'on veut. C'est vraiment à l'envers, là. Non, ben oui, là. C'est pour s'assurer que ça demeure une maladie rare. C'est assez. Fait qu'on se rend souvent pas au Western Blot. Le Western Blot lui-même, il y a des problèmes. Il y a certaines bandes qui ont été enlevées aussi pour des raisons un peu nébuleuses qui font qu'on va plutôt être positif si on a un cas arthritique versus un cas neurologique. Puis souvent, quand on parle aux gens, on parle de sclérose en plaques, c'est rendu neurologique, on s'entend, c'est pas juste dans les articulations. Mais celui-là, on n'a souvent pas accès à ce test-là non plus. Il y a plusieurs recommandations par rapport à des nouveaux tests, d'autres tests. Là, on ne va pas rentrer là-dedans. Il y a plus à faire au niveau sérologique. Il y a des tests qui sont meilleurs, qui sont pas encore disponibles au Canada, mais on en a parlé à l'Agence de santé publique du Canada pour les rendre disponibles parce que ça n'a pas d'allure, là. Non. On en apprend à toutes les émissions. On va faire la pause. Je pense qu'on a besoin de faire une pause. Ça veut dire qu'à quelque part, je sais que c'est pas comme ça que vous le dites, là, mais moi, je le vois comme ça. Il faut que ça demeure une maladie rare. Et s'il fallait que... Ce que dit le professeur Perron, que c'est un des mal du siècle et tout, s'il fallait que ce soit comme ça au Québec ou au Canada, moi, je le vois de même, là, puis c'est pas vous qui l'avez dit, mais à quelque part, c'est l'idée que tu dis, il y a quelqu'un, à quelque part, qui... Il y a des gens qui pensent comme ça, qui vont aller se coucher ce soir, qui vont dormir sur les 2 oreilles, j'en viens pas. C'est spécial, il faudra approfondir ça à un moment donné, c'est très spécial. On va calibrer pour être sûr que ça demeure une maladie rare, s'il fallait que... On va faire la pause sur CPAM 1410 AM, sur CGMS 1040, en webcam studio, CPAM TV, au retour d'autres témoignages, et nous aurons nos entrevues avec Maître Jean-Pierre Ménard, Maître Paul Brunet, président du Conseil de la protection des malades du Québec, qui ont accepté publiquement d'intervenir, et c'est ici qu'ils vont le faire.
à 17h04 minutes, on est de retour à Bien de retour. On jase entre les pauses, on en apprend des choses. J'espère que vous en apprenez également. C'est sous... il y a plusieurs aspects que l'on pourrait aborder. Je vous le rappelle, on ne fait pas le procès des médecins, mais en même temps, on leur dit, vous pourriez être plus curieux et vous avez la permission d'être plus curieux puis de fouiller également. Parce qu'un médecin, un docteur, peu importe sa spécialité, lorsqu'il s'en va en médecine, son but, c'est bien sûr de soigner, d'aider, le mieux-être dans sa société. Ça devrait être ça. Et jamais l'aspect économique ne devrait être mis en cause. Mais c'est drôle, ça revient encore là, l'aspect économique, toujours. Pourquoi une pilule qui ferait du bien, ça rapporte pas autant que 32-36 par jour, hein? Il n'y a pas que ça, remarquez. Faut pas aller seulement vers cet aspect-là. Mais on commence à voir que ça joue dans l'économie. J'ai eu un contact avec lui avant. Cet après-midi, il me donne rendez-vous téléphonique. Il dit, je vais en parler. C'est correct, je vais en parler. Je vais être là. C'est maître Jean-Pierre Ménard, avocat de renom en droit de la santé. Première question que je lui pose, et après ça, l'entrevue continue. Première question que je lui pose, hein, vous savez, Simon, Sophie, Madame de Lazer, Marguerite, décide, n'importe qui d'entre vous, que son médecin n'a pas porté le bon diagnostic, que son médecin n'est pas OK, décide d'en faire un cas isolé et de porter plainte. C'est extrêmement difficile. Ce que vous allez comprendre dans toute l'entrevue, c'est que c'est une affaire de gang, de solidarité, de pression. Je vous laisse aller l'entrevue. Mais le premier aspect, il va nous l'expliquer. Prendre un médecin et dire il a commis une faute clinique, pas facile. Il faut qu'on soit capable d'établir donc une contravention aux règles de l'art, aux normes établies pour ça. Puis le problème, c'est que les normes, ils sont, je vous dirais, de fraîche date, là. Aller jusqu'à tout récemment encore, c'était pas clair. Parce que voyez-vous, c'était la maladie de Lyme, surtout quand il n'y a pas l'érythème migrant, là, le rouge, là, c'est une maladie qui mime beaucoup les symptômes de la grippe. Mm-hmm. Ça fait que évidemment, en médecine, on va se mettre toujours pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple. Alors, si ça a l'air une grippe, c'est une grippe, en tout une grippe. Puis c'est vraiment juste au décours de ça qu'on va découvrir éventuellement que c'est peut-être plus qu'une grippe. Mais au départ, les gens, c'est le problème de l'accès au diagnostic, c'est un problème qui est réel. Et puis évidemment, dans la mesure où le milieu médical n'a pas une vision unique ou claire de tout ça, il n'est pas difficile pour un médecin de se défendre en disant, mais regardez, moi, j'ai conclu que c'était une grippe, c'était pas déraisonnable. Donc, à ce moment-là, les recours au pouvoir peuvent être difficiles. L'autre idée, c'est qu'il n'existe pas de moyen de forcer un médecin à faire le diagnostic. Autrement dit, se demande toujours, oui, mais regardez, mon médecin, là, il devrait connaître ces choses-là. Sauf si on y pense que le médecin n'a pas les connaissances appropriées. C'est le Collège des médecins qui peut donner un peu, qui prend la pôle là-dessus. Et à ma connaissance, jusqu'à maintenant, on n'a pas pris la pôle trop fort. Alors, si je comprends bien, Maître Ménard, le médecin, s'il le veut, il le peut. On ne met pas tout sur le dos du Collège des médecins. Un médecin qui décide qu'il veut approfondir peut le faire. Non, le médecin peut le faire. Écoutez, il existe quand même des règles de l'art là-dessus, là, puis c'est quand même assez bien documenté. Le problème qu'on a, c'est que les médecins sont peut-être pas exposés beaucoup à cette maladie-là ici, mais dans la mesure où par ailleurs, avec les instruments climatiques et tout ça, avec l'événement de la maladie, l'incidence peut être plus forte. Il n'y a aucune raison pour laquelle les milieux médicaux ne s'intéresseraient pas à ça et ne développeraient pas peut-être des lignes directrices plus claires là, pour guider les médecins. Regardez, au fil du nez, moi j'ai vu, depuis que je pratique, j'ai vu des maladies évoluer, regardez comme par exemple la fibromyalgie. Au départ, on disait, regardez, c'est dans la tête des femmes, là, on disait c'est dans la tête des femmes, c'est psychiatrique, on a fini par connaître dans les années 90 que c'était une vraie maladie que les gens n'inventaient pas, fabulaient pas. Dans le cas de la maladie de Lyme, écoutez, c'est reconnu comme ce qu'on appelle l'identité nosologique, c'est une maladie amonictiforme avec une évolution. Il y en a trois stades de la maladie. On a des méthodes diagnostiques, mais évidemment les méthodes diagnostiques qui sont pas aussi précises peut-être qu'on souhaiterait. On passe pas en un test de laboratoire pour dire vous avez la maladie, vous ne l'avez pas. Les analyses sérologiques, c'est plus des compléments lorsqu'on a des signes cliniques sont là. C'est surtout un diagnostic clinique, c'est que le médecin va ramasser ça à l'histoire. Alors, pour ça que les gens, évidemment, encore là, voyez-vous, on peut se faire piquer par l'éthique, ça, c'est un apercevoir. Puis des fois, les
symptômes, ils vont commencer à se développer une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 30 jours après, des fois. Alors, c'est pas toujours facile de faire ces liens-là. Mais maintenant, on va se dire les vraies choses, là. Qui est-ce qu'il faut interpeller, faire bouger? Parce que le monde médical est fermé, le milieu politique un peu ouvert, mais encore là, faut faire quoi? Faut faire bouger qui? C'est pas compliqué. Il existe une association ici déjà comme un dilemme, là. Ouais. Moi, je dirais que c'est de regrouper le plus de possible pour dire au Collège des médecins, regardez là, les évidences scientifiques sont là, le madilème, c'est bel et bien une maladie. Serait-il possible de sensibiliser les médecins du Québec à être plus attentifs à cette maladie-là? Être capable de savoir la rechercher et la reconnaître. Parce qu'évidemment, si on ne la cherche pas, on a de la misère à trouver. Puis là, évidemment, ce qui peut arriver, c'est que les gens perdent leur délai de diagnostic. Parce que plus on attend pour le diagnostiquer, plus les gens peuvent subir des conséquences graves. Ouais. Et ça pourrait ouvrir la porte à une poursuite. Si jamais on s'aperçoit que le médecin aurait dû faire le diagnostic plus tôt, et que ne l'ayant pas fait, la maladie évoluée au point de provoquer des complications graves. On parle de complications cardiaques, neurologiques, etc. Il y a toutes sortes de complications attachées à ça, et même le décès. Alors donc, les gens qui font l'objet d'une mauvaise évaluation, parce qu'au départ, ça peut être correct que le médecin conclue à une grippe, mais si les symptômes persistent, il doit penser que c'est d'autre chose. OK, là, c'est une grippe, ça ne dure pas 30 jours d'habitude, là. Puis ça ne développe pas non plus de gongeable, genre d'affaires-là. Alors, le médecin qui voit que le patient ne répond pas à une diagnostic de grippe, il doit recommencer par juste pour dire peut-être que je n'étais pas à bonne place, donc éliminons la grippe ou le diagnostic. Alors, qu'est-ce que ça peut être par rapport à ça? Puis là, il peut aller vers des choses plus rares ou plus graves, comme la maladie de Lyme, surtout si la personne est dans une région où la tique existe. Mais normalement, quand la maladie s'aggrave, il faut quelque part que le médecin qui avait conclu une grippe initialement réévalue sur le diagnostic pour dire peut-être que je suis pas dans la bonne case. Puis là, à ce moment-là, on peut faire des diagnostics. Je veux, en terminant, faire le point également concernant le problème que vivent ces gens-là souvent. C'est le fameux diagnostic de la sclérose en plaques qui est extrêmement similaire à celui de la maladie de Lyme ou de Lyme. Oui. Et avant d'en arriver à la sclérose en plaques, on doit éliminer certaines choses, dont la maladie de Lyme. Ce que me disent beaucoup de ces gens, c'est qu'on ne prend pas la peine de le faire. Mais ce que vous venez de me dire, on le fait sous toutes sortes de prétextes, ça fait trop longtemps, ça ne se peut pas. Ce que vous venez de me dire, c'est que les médecins pourraient prendre l'initiative de vérifier pour la maladie de Lyme. Écoutez, les lignes directrices là-dessus le disent bien aux médecins. Attention, c'est pas une qui se fait dans 3 jours, là. Les symptômes peuvent se présenter tardivement, donner des signes cliniques plus tard, un peu qui vont forcer les gens à consulter. Mais c'est pas parce que c'est beaucoup plus tard qu'il faut éliminer ça. Il faut qu'on soit conscient que la maladie peut provoquer ce genre d'effet à retardement-là. On ne peut pas hésiter à soulever du diagnostic, même si des fois on pense que c'est plusieurs jours après. Là. Dans un monde idéal, ça dirait qu'il faut 3 jours après, peut-être 3 jours après l'infestation, mais vous avez un large spectre, il faut que les médecins soient au courant de l'existence de ce spectre-là. La sclérose en plaques, qui est un diagnostic aussi, qui est équipé dans certains cas, est un diagnostic d'exclusion aussi, donc qu'on finit par poser en éliminant les autres. Il y a même aussi un diagnostic d'assez grande gravité. Alors, écoutez, en médecine, on enseigne comment faire la démarche diagnostique. On va éliminer évidemment ce qui est plus. Sinon, on doit toujours, comme on fait des démarches diagnostiques, d'une part penser au pire. Et évidemment, par ailleurs, quand on élimine le pire, il faut aller vers des choses plus inoffensives. Bon, au départ, c'est sûr que l'existence de grippe est beaucoup plus fréquente, on va passer ça plus fréquemment, mais si on a des symptômes qui ne vont pas avec le tableau clinique, puis que la personne ne répond pas au traitement initial, il faut vraiment qu'on pense à autre chose. À autre chose, c'est pas nécessairement une chose, c'est regarder c'est quoi les autres possibilités. Il ne faut pas que les médecins travaillent en tunnel, là. Maître Ménard, votre intervention est fort appréciée. C'est donc dire qu'il faut mettre de la pression parce que des articles là-dessus, des cas connus, et moi, il y a des gens qui vivent des vies catastrophiques. C'est pas d'hier, c'est depuis quand même quelques années. Donc, il faut continuer cette pression sur le monde médical. Ce que j'ai cru comprendre dans vos propos, c'est que ça prendrait, permettez-moi l'expression vulgaire, un tir groupé. Ça prend de la solidarité avec ces gens-là pour mettre de la pression. Ça va prendre ça. Par ailleurs, les gens qui ont été victimes de délais de diagnostic, qui ont subi des séquelles,
peut-être que ça vaudrait la peine de regarder ces choses-là aussi, parce que peut-être aussi qu'à travers une ou deux ou trois bonnes poursuites là-dessus, peut-être que ça aiderait à sensibiliser le monde médical aussi. Alors ça, avec l'intervention des associations, je pense que ça pourrait contribuer à sensibiliser un peu plus le monde médical à ces choses-là, parce que c'est clair que le super scientifique, il semble y avoir une bonne littérature qui supporte ça. Alors là, c'est incompréhensible que le milieu médical ne réagisse pas autrement. Moi, il y a eu des conséquences graves pour la personne. Je pense que beaucoup de monde dans le milieu médical s'intéresse à ces histoires-là, puis dire un instant comment on va faire pour pas que ça arrive aussi, puis qu'est-ce qu'on pourra faire de mieux que ce qu'on fait actuellement. Alors ça peut être un bon moyen de questionner les choses aussi. Mais à côté de ça, il faut continuer à faire du lobby, puis continuer à faire de l'éducation publique, puis l'éducation scientifique, puis rester à l'aide des médias aussi. Donc c'est très bien ce que vous faites. Merci, Maître Ménard, de votre intervention. Je pense qu'effectivement, un mouvement de solidarité est à prévoir et certainement qu'on aura l'occasion de se reparler. Merci de votre temps et au plaisir. Au plaisir, merci. Merci. Voilà, il est 17h15 minutes. Vous venez d'entendre Maître Jean-Pierre Ménard. Conversation que j'ai eue, que vous entendez. Autre chose également qu'on appelle hors d'onde, off-record. J'aime pas l'expression hors des ondes, entre nous. Mais vous avez compris le mot solidarité, effectivement, parce que pour mettre de la pression, ni moi, Pascal Poudrier, avec les médias qui sont autour de moi, présentement, ne peut le faire tout seul. Ni Sophie, ni Mme Glaser, ni M. Simon. Il faut le faire de façon solidaire, en tir groupé, vraiment, pour faire bouger un peu les instances. Je vous ai senti vouloir intervenir, Mme Glaser, oui. Ben, je pense un peu à ce qui se passe en France. Oui. On parle beaucoup de la France, de ce qui se passe, parce que vous savez, ce problème-là, c'est vraiment pas juste au Québec, au Canada, c'est un peu partout au monde, on se bat. Puis en France, on parle beaucoup des avancées qu'ils ont eues, mais il faut pas oublier qu'en France, en 2016, il y a 100 médecins qui ont signé une lettre avec le Dr Perron, justement, qui disait qu'il y avait scandale sanitaire et qui expliquait exactement la situation qui se passe ici. Puis il arrive maintenant de plus en plus à faire avancer des choses. Donc, j'aimerais inviter, s'il y a ces médecins qui sont en mesure de nous aider, qui ont le courage de dire, moi, j'ai étudié cette situation-là, puis oui, on n'est peut-être pas habitué dans notre éducation de regarder ça comme ça, mais j'en ai vu assez de cas, j'ai entendu parler de ça assez ici et là. Moi, je me pose des questions. C'est une chose qui pourrait grandement nous aider à donner des soins rapides et les meilleurs possibles pour les gens qui sont malades. Oui, effectivement. Puis je veux qu'on y revienne. On va y revenir en conclusion parce qu'on aura besoin de cette solidarité-là. J'ai en ligne, et je le remercie d'être là avec nous, Maître Paul Brunet, que vous connaissez bien, qui est président du Conseil de la protection des malades. Monsieur Brunet, bonjour. Bonjour, M. Poudrier. Comment allez-vous? Pas si mal vous-même. Oui, merci, assez bien. Monsieur Brunet, on est dans le dossier de la maladie de Lyme. Oui. Et moi, j'ai fait appel à vous, puis je voulais vous jaser parce que l'approche journalistique que j'ai faite est devenue vite une approche humaine où on m'a parlé d'errance médicale, de gens qui ont tout perdu, de gens qui sont pas en mesure d'avoir le diagnostic et tout. Vous qui êtes sur le terrain, expérimenté, attentionné comme vous êtes, si je demande à Maître Paul Brunet, est-ce que c'est un fait que vous connaissez, le problème avec les diagnostics, maladie de Lyme et cette errance médicale par moment? Bien, en particulier, pas nécessairement, mais pour toutes les maladies, une fois qu'ils commencent à être documentées, à être connues, Lyme, c'est quoi? C'est une dizaine d'années environ. Les patients, malheureusement, cherchent et doivent faire beaucoup de recherches avant de trouver quelqu'un qui connaît vraiment ce dont il est question. Et c'est triste un peu, c'est comme si la communauté médicale n'était pas assez avancée pour un problème qui date d'au moins une dizaine d'années, là, à ma connaissance. Je ne suis pas un spécialiste de la question. Alors, les gens cherchent des spécialistes et souvent, malheureusement, ils vont les trouver dans le privé ou aux États-Unis. Il y a très peu de médecins qui sont vraiment spécialisés en regard de cette maladie-là. Et c'est triste, ça me fait un peu penser
à l'association des maladies orphelines, où peu de gens sont gravement malades et cherchent désespérément des spécialistes de la question pour les soigner ou pour leur offrir un médicament qui leur conviendra. Alors c'est une bataille, écoutez, c'est déjà une bataille pour les gens d'avoir accès à des soins spécialisés, peu importe la maladie. Imaginez pour des maladies qui émergent depuis un certain nombre d'années ou qui sont plus rares, c'est encore pire. On s'entend là que vous êtes dans ces dossiers-là, la journée longue, et dans bien d'autres, là, c'est votre mission. On s'entend qu'en 2017, entendre toutes ces histoires, puis je vous en ai fait parvenir, vous avez peut-être consulté, puis vous en connaissez, entendre ces histoires, entendre malheureusement que le milieu médical a une certaine résistance, on s'entend que c'est assez décevant et on a à se questionner, M. Brunet. Là. Oui, et les médecins ne se lèvent pas le matin pour savoir comment ils vont écœurer les patients, là. Mais ils sont représentés, ils sont regroupés, ils ont de la difficulté avec le réseau, c'est le moins qu'on puisse dire. Et la dernière entente de rémunération, qui va encore nous plonger dans un paiement de rémunération assez important. Rappelons-nous que M. Couillard avait dit à Noël 2015 que la prochaine négociation avec les médecins serait celle des patients. Nous, on a demandé un siège sur ce comité de négo, on nous l'a refusé. Et malheureusement, encore aujourd'hui, et je fais le lien avec ce dont on parle maintenant, il n'y a pas de contrepartie aux augmentations. Si on avait dit, écoutez, voici, là, dans certains domaines, on a besoin de médecins, dans certains domaines, on a besoin de recherche, pour certaines autres maladies, on a besoin de gens qui vont s'impliquer. Tu sais, tendre la main, indiquer là où on s'en va pour que les patients y trouvent un peu leur compte. Malheureusement, malgré la promesse du premier ministre Couillard, cette entente-là en est une de rémunération et on n'a rien vu, en tout cas pour ce à quoi on a eu accès, qui favorisait un pas de plus vers le patient et surtout ceux qui sont affligés par des maladies relativement récentes ou, encore pire, certaines maladies rares. Et ça, c'est pas parce que les cas sont pas flagrants, là. Oui. Ils sont là, on les a, là. Oui. Je suis pas le premier média qui en parle de cette maladie et de tout autre. C'est là, c'est documenté. Oui. On ferme les yeux. Et ce que je comprends, c'est que vous pouvez attraper la maladie de Lyme et vous en sortir très sommairement et parfois, par contre, et ça c'est plus grave, j'ai un cas en tête, être affligé par la maladie de Lyme de manière chronique. Ça, c'est tragique. Et présentement, les connaissances médicales sont pas au rendez-vous ici au Québec, en tout cas. Un peu plus, je dirais, aux États-Unis ou peut-être en Europe. Mais présentement, on nage en plein brouillard là, du côté de la science. Et surtout, les gens cherchent des spécialistes et, comme j'ai dit tantôt, doivent souvent payer de fortes sommes pour accéder à ces gens-là qui pratiquent privément. Et ça brise des vies carrément. Et ces gens qui... parce que je veux terminer là-dessus, là, parce que votre temps est précieux, je le sais, mais dans le milieu de la santé, c'est pas parce qu'on n'investit pas, Mme Brunet, là, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'argent. Là, on en a de l'argent, mais effectivement, elle avait beaucoup pour la rémunération et tout. Et pendant ce temps-là, le patient qui devrait être le privilégié, ou en tout cas celui à qui on fait le plus attention, il écope, là, sérieusement. Je comprends pas que ça a pris une loi qui a beaucoup de défauts, on le sait, la projet de loi 20, qui est née en lion, qui est morte en mouton, je devrais dire, qu'on ne soit pas capable, comme gouvernement, de dire aux médecins, voici, là, on va vous augmenter votre rémunération, mais voici les cibles qu'on va évaluer avec vous pour que les prochaines rémunérations ou une partie des augmentations négociées soient au rendez-vous en même temps que l'avancement de certains dossiers, de certains accès. J'ai beaucoup de difficultés à comprendre et c'est pour ça qu'on voulait un siège sur le comité de négo, mais on nous l'a refusé. J'ai l'impression que ça s'est négocié et conclu entre porte close. C'est comme si les patients n'avaient pas de voix au chapitre et c'est un peu triste d'aller me dire, oui, mais les élus qui sont là, ils représentent les patients. Pas tout le temps. Des fois, ils ont des intérêts puis ils ont des priorités qui sont plus gouvernementales que d'abord de soigner du monde. Et c'est ça que je reproche le plus au réseau. Qui devrait être la mission numéro 1. Oui, effectivement.
Maître Paul Brunet, président du Conseil de la protection des malades, merci de vous être arrêté chez nous. Plaisir de vous reparler. Au plaisir, monsieur. Merci, au revoir. OK. Notre-Dame est là au téléphone? Oui, quelle gentillesse. Madame Geneviève Rioux, bonjour. Bonjour. Madame Rioux. Bonjour, M. Poudrier. Bonjour. Madame Rioux, votre patience vous honore? Ah, il n'y a pas de problème. Merci, c'est gentil. Comment allez-vous à les circonstances? Ça va le mieux qu'on peut. Pas facile, hein? Du mieux qu'on peut tous les jours. Oui. Lorsque vous m'avez écrit votre témoignage qui m'a touché, comme plein d'autres, vous m'avez raconté votre histoire, vous avez pris la peine de le faire. Madame Rioux, sclérose en plaques, Lynn, vous êtes diagnostiquée depuis octobre 2016, sclérose en plaques, mais beaucoup de symptômes que votre neurologue ne peut relier à la sclérose. Hein? C'est ça, vous êtes diagnostiqué sclérose en plaques, mais il dit en même temps, il y a des symptômes. Oh, écoute, j'ai la sclérose en plaques. Ça, c'est aussi banal, hein? C'est ça que vous vivez, là, vous, là. Oui, moi, c'est ça que je vis. Puis, en plus de ça, quand ils ont commencé à me traiter pour la sclérose en plaques en septembre 2016, suite au traitement choc qu'ils me donnaient de Solumedrol pour la sclérose en plaques, je me suis empirée cet hiver, jusque tomber dans le fond du trou, là, finalement. Donc, puis là, j'ai eu de plus en plus de symptômes pas du tout reliés à la sclérose en plaques, ou qui sont, entre autres, j'ai eu une paralysie faciale, une paralysie de Bell, donc j'ai paralysé du côté droit. Et puis, c'est reporté en sclérose en plaques, ce symptôme-là, mais dans les cas extrêmement rares. Donc, j'ai confronté mes médecins, j'ai aussi c'est ça que j'ai eu des faiblesses musculaires, j'ai eu plein d'affaires, j'ai eu suite au traitement qu'ils m'ont donné cet hiver, mes enzymes de foie ont grimpé en flèche, ils ont eu peur que je fasse une hépatite médicamenteuse, je suis essoufflée, j'ai des essoufflements terribles tout le temps. Ça, ils savent pas qu'est-ce que c'est. J'ai eu des enflures, des bras, ils savent pas non plus. Ils m'ont fait passer des échographies, des scans, des prises de sang, plein d'affaires pour dire on sait pas pourquoi, on sait pas, puis ils savent pas. Donc, puis j'ai des gros problèmes d'oreilles aussi qui sont pas capables de relier à la sclérose en plaques. C'est-à-dire, moi, je fais pas de l'acouphène comme certains font en sclérose en plaques. C'est le contraire. Je fais de l'hyperalousie. De l'hyperalousie, c'est d'entendre les bruits plus forts qu'ils sont en réalité. Et puis, en plus, j'ai une pression constante dans les oreilles comme si j'étais en train d'atterrir en avion. Je suis comme ça depuis des mois, depuis qu'ils m'ont donné tous ces nombreux traitements. Et puis, le neurologue est pas capable de dire pour les oreilles, c'est pas supposé d'être la sclérose en plaques, puis tout ça. Puis je vais entre mon médecin de famille puis mon neurologue, puis je leur dis, écoutez, vous voyez bien que c'est pas des symptômes de sclérose en plaques, là, tout ça, là, mais ils sont pas capables de tout rassembler ça, puis dire, oups, attendez un peu, c'est peut-être pas ça finalement, c'est peut-être autre chose, tu sais. On dirait qu'ils veulent pas aller chercher plus loin que leur diagnostic. Moi, mon diagnostic, c'est bien écrit sur mon IRM que j'ai une encéphalopathie certaine avec possibilité de sclérose en plaques. Donc, mon diagnostic de sclérose en plaques, ils disent que j'ai la sclérose en plaques, ils me traitent pour la sclérose en plaques, mais il n'y a aucune certitude quand même. J'ai confronté mon neurologue dernièrement, il y a environ 2 mois, puis je lui ai dit, écoutez, j'ai dit, vu que j'ai plein de symptômes que vous ne pouvez pas relier à la sclérose en plaques, est-ce que vous êtes sûre que j'ai la sclérose en plaques? Il m'a dit, écoutez madame, le diagnostic pour nous le plus possible est la sclérose en plaques. Donc, on vous traite pour la sclérose en plaques parce que de toute façon, même si ce serait une autre maladie, il n'y aurait pas de traitement. Alors, vous prenez ça ou on n'a pas le choix? C'est ça. On ne sait pas ce que vous avez, mais le plus proche possible, c'est la sclérose en plaques. C'est ça. Mais donc, on s'entend que même là, c'est un effet-erreur quand même.
Parce que ils disent que j'ai la sclérose en plaques, mais ils ne savent pas, ils me traitent pour ça, pour voir comment moi je vais réagir. Mais à date, tous les traitements cet hiver, c'est bien écrit dans mes rapports médicaux que ça ne m'a fait aucun effet, moi, ces traitements-là. Il y a beaucoup de monde en sclérose en plaques que ça leur fait effet. Moi, c'est marqué que j'ai très, très peu d'effets, là, sur ces traitements-là. Donc... ils le voient en plus, hein, parce que là, vous venez de le dire, là, c'est documenté, c'est clair, là. Ils savent que ça fait pas vraiment les effets escomptés. Oui. Mais pour l'instant, ça c'est moi qui le dis, mais je sais que c'est vulgaire comme image, là, mais ça me revient, là, puis vous avez tous sûrement, puis je m'adresse aussi aux gens en studio, Mme Rioux, là, vous avez tous eu certainement à un moment donné l'impression d'être un rat de laboratoire. Écoute. Oui. Ben, oui. On va essayer. Essaye donc. T'as même pas idée. Mais c'est surtout quand tout revient avec aucune réponse. Ils passent des j'ai passé une échographie, j'ai passé des prises de sang, j'ai passé plein d'affaires, puis il n'y a jamais aucune réponse qui revient. C'est-à-dire, on ne sait pas, c'est négatif, ça démontre rien, ça démontre jamais rien. Puis quand j'ai posé la question à mon neurologue, là, s'il était sûr que j'avais la sclérose en plaques, il m'a répondu ça. Puis ensuite de ça, il s'est reviré vers mon conjoint, puis il a dit, c'est à vous que je pose la question, Madame Rioux, est-ce qu'elle se cache de vous pour faire des choses? Là, mon conjoint, il était surpris. Puis là, j'ai demandé, oui, mais on comprend pas le but de votre question. Il dit, je voulais simplement savoir si vous vous cachiez pour cacher des choses à votre conjoint. Puis là, en sortant de la rencontre, mon conjoint, il m'a dit, coudonc, il vient comme de dire que t'étais folle, genre. Vraiment. Fait que là, tu sais, moi, j'y vais pour mes oreilles, je dis que c'est intolérable, que ça me fait tellement mal que je me garocherai la tête d'un mur. Il me dit que c'est pas un symptôme de sclérose en plaques. Puis, dans le fond, ce qu'il voulait savoir, c'est qu'il était pas loin de me dire que c'était dans ma tête, finalement. Moi aussi. Fait qu'on entend que tout le monde, c'est dans leur tête. C'est-tu un mot d'ordre, ça? C'est-tu quand t'es mal pris, là? Mais non, mais c'est-tu un mot d'ordre? Vous posez la question un peu en blague. Non, c'est parce que là... Mais c'est parce que la médecine, en 2017, ça fonctionne comme ça. On a pas mal de sauts. Si tu rentres pas dans un des sauts, ben c'est sûrement dans ta tête. Puis là, le médecin, il a l'impression qu'il fait sa job, là. S'il dit que c'était dans ta tête, c'est qu'on... mais là, il pose la question à son conjoint, à son mari. Vous pensez, c'est rendu effronté. Excuse-moi, mon homme. Je pense pas que ta femme est un petit peu... Mais pensez-vous à quel point c'est humiliant? Humiliant, tu dis, ça n'a pas d'allure. Tu mérites pas d'avoir un bureau, tu mérites pas d'avoir un cerveau. Voyons donc. Mais là, on parle d'un spécialiste, là. Ah, ben oui, je sais. Ah, un spécialiste, attention. Oui, non, là, je sais bien, oui. Ben, on parle d'un spécialiste qui me dit ça, là. Oui. Il y a d'autres choses de blanc que des cerveaux qui portent. Parce que, au lieu de dire, bon, écoutez, parce que moi, là, quand j'ai été diagnostiquée sclérose en plaques, là, j'ai jamais eu de test pour l'hym, là. Non. Ça, j'ai jamais eu de prise de sang, j'ai jamais eu de ponction lombaire, j'ai jamais rien eu, moi, là. C'est pas important, là. Non, ils ont fait mon diagnostic avec les plaques qu'ils voyaient sur mon IRM, mais ils m'ont... Tu sais, quand ils disent, là, que la procédure pour la sclérose en plaques, c'est d'écarter l'hym, c'est vraiment écrit, là, noir sur blanc. Puis ils n'ont jamais écarté l'hym dans mon cas, là. Puis je me rends compte que ma paralysie faciale, là, ils peuvent pas passer à côté, parce que quand j'étais en paralysie faciale, j'ai rencontré ma médecin. Donc, ma médecin de famille l'a documenté, ça. Elle m'a vu en paralysie faciale, mais complète, là, mais du côté droit, là. Puis elle a fait quoi avec ça? Ben, en fait, une paralysie faciale, ils ont dit... ce qu'ils font avec ça, c'est qu'ils disent que ça pourrait être... Ah, puis c'est vraiment dit comme ça. Tu sais, ça pourrait être, mais c'est dans le 1% des symptômes de sclérose en plaques. C'est passé pour investiguer. Ça peut être un virus. C'est toujours pour justifier. Puis les oreilles, il m'a posé la question au moins 3-4 fois. Oui, mais vous faites de l'acouphène? Puis là, je disais non, je fais pas de l'acouphène. Je sais c'est quoi de l'acouphène. Mon conjoint en fait depuis 5 ans. J'ai dit non, c'est pas de l'acouphène. C'est d'autres choses. Mais, regarde, si ça corde pas avec leur diagnostic, le diagnostic que j'ai, c'est comme s'ils me mettent de côté. Non, oui, effectivement. Madame Geneviève Rioux, merci d'avoir témoigné. Ça nous fait voir encore cette réalité que vous vivez. Moi, j'appelle ça du mépris.
On est méprisant envers... ça se peut pas. C'est incroyable. On n'est pas capable d'écarter nos horizons puis de dire, OK, c'est peut-être pas ça. Non, on n'ose pas. Madame Rioux, merci infiniment. On aura sûrement l'occasion de se reparler, de communiquer ensemble. Bon courage. Saluez votre conjoint, parce que je sais que les conjoints doivent être très forts. Très forts. Et vous pourrez le rassurer. Tout va bien. Merci, Madame Rioux. Je vous remercie beaucoup. Merci. Bonjour. Je finis ça de façon ironique, c'est parce que, savez-vous quoi? On n'a pas le choix. Parce que moi, là, ça vient... je peux pas croire à ça, là. Et certains me savent comme étant assez caractériel, là. Là, tu as le goût de péter un plomb, là. Tu as le goût de dire, hey, approchez ici, là. Ça n'a pas d'allure, ce qui est dit, là. Ça, là, c'est pas une personne qui fabule ou qui invente. C'est des histoires, là, sur les 200 quêtes, là. Ça revient, vous êtes là, vous pouvez le dire. Le nombre de fois où... Je sais qu'on faut aller à la pause. Mon patron me chicanera. Jusqu'à 2 secondes. C'est parce que je sais ce que vous vivez, puis je veux qu'on soit clair. Ça vous est sûrement, et ça, vous sortir du bureau puis dire, ben, coudonc. Peut-être qu'il a raison. Peut-être que j'étais en train de virer fou ou folle. En 2012, j'ai fait une tentative de suicide parce que je me pensais fou. Tu t'es dit, là, je capote, ça marche pas. C'est moi qui est tout croche. Oh oui, carrément. C'est ça, hein? J'ai fini par les croire. Oui, parce que tu t'es dit... Parce qu'à un moment donné, j'étais à bout. Mais là, c'est eux autres les médecins. Ils doivent avoir raison, c'est moi qui capote. On croit en eux autres. Moi, j'ai cru longtemps en eux autres. Je mettais ma confiance en eux. Tu me l'as dit. Je me disais, OK, je vais prendre vos médicaments. OK, je vais... Puis, pour ça. Il y a un deuil incroyable à faire de ce qu'on pensait du système de santé. Et moi, oui, ça m'est arrivé. De Mélos, un infectiologue qui, en 2 minutes, je lui ai dit, je me sens infecté de partout dans le corps. Là. Je sais pas c'est quoi, je ne savais rien sur la maladie de Lyme. Il a regardé mes tests, il a fait un petit sourire, il dit « Je vous crois que vos symptômes sont réels, mais les origines dans votre tête. » Ben oui. Je répète qu'on ne fait pas le procès du système médical. Mais là, je suis en train de vous le dire. Là. Je suis en train de vous le dire sérieusement. Je ne voulais pas faire le procès, puis on ne veut pas le faire. Pouvez-vous nous aider, s'il vous plaît, à ne pas le faire? Pouvez-vous m'aider à ne pas le faire, s'il vous plaît? Parce que là, ça regarde bien mal. Les jours avec, on est déjà avec. Mais les jours sans, il faut faire avec le AM 1410. Vous écoutez Pascal Poudrier. « 17h41 à l'émission Billet de retour, dossier spécial sur la maladie de Lyme, sur votre CPAM 1410, CGMS 1040, CPAM TV en webcam studio. On parle et on discute entre les pauses, et j'espère que cette émission vous convainc d'une chose, c'est que ces histoires sont réelles, vraies. On entend, et on le disait, vous le disiez, vous-même qui êtes Mme Glaser à tous les jours là-dedans, on entend des choses qui viennent nous rassurer, qui viennent dire, oui, écoute, c'est vrai, là. On est une bonne gang dans ça. Et on est ébranlé. Moi, je le dis, ébranlé. Je suis transparent avec vous. Je suis ébranlé à chaque fois. C'est les histoires que j'ai devant moi. Je les lis. J'ai communiqué avec ces gens-là. Et à chaque fois, ça vient comme... Mais on en apprend des choses également. Mais je le répète, les docs, là, s'il vous plaît, les docteurs, en qui on a un grand respect, vous êtes parmi les meilleurs au monde. Ce serait peut-être le fun de le prouver. Nancy Mondou. Madame Mondou, non, pas vrai. Madame Gagnon, Madame Catherine Gagnon, qui est au téléphone. Madame Gagnon, bonjour. Oui, bonjour Pascal. Comment allez-vous? Ça va bien, et vous? Oui, merci. Je vous remercie aussi de votre patience parce que beaucoup de témoignages, beaucoup de choses, mais je vous remercie d'être là, d'avoir accepté de me parler, Madame Gagnon. Vous allez nous raconter votre histoire, puis en même temps, vous êtes aussi pris en main. À un moment donné, on n'a pas le choix.
Racontez-moi un peu l'histoire de Catherine Gagnon, du début jusqu'à votre vécu aujourd'hui, qui est assez interpellant aussi. Racontez-moi. Oui, merci beaucoup Pascal pour l'opportunité là, de donner une tribune là, aux gens qui vivent avec la maladie de Lyme. Moi, pour ma part, je suis tombée malade en juillet 2016. Je savais pas qu'est-ce que j'avais, mais je savais qu'il y avait vraiment quelque chose qui fonctionnait pas. J'étais plus capable de rien digérer. À ce moment-là, je travaillais à Farnham, une des régions les plus endémiques au Québec, et puis je dînais à tous les midis dehors. Je me rappelle pas d'avoir été piquée par une tique, mais je travaillais comme infirmière praticienne, là, les super infirmières, là, avec des droits de prescription, puis bon, tout le kit. Et mon état s'est mis à se détériorer vraiment rapidement. J'ai perdu beaucoup de poids. J'ai fait un pneumothorax spontané, donc un poumon qui s'affaisse sur lui-même. Et j'étais de plus en plus fatiguée. Je commençais à chercher mes mots. J'avais plus de mémoire, plus de concentration. Et j'étais dans un rôle, moi, mon rôle, c'était un peu similaire au médecin de famille. Tu sais, j'ai une responsabilité légale. Puis là, je me trouvais devant mon patient, puis il venait de me dire quelque chose, puis je me rappelais plus qu'est-ce qu'il venait de me dire. J'oubliais des choses. J'en avais quasiment des crises de panique quand je revenais le soir à la maison parce que j'avais peur d'avoir oublié des diagnostics ou d'avoir fait des erreurs de dosage dans mes prescriptions. Et moi, qui étais une personne très, très active, je suis pilote de deltaplane depuis 10 ans. Ça prend quand même beaucoup de force physique pour faire ça. Là, je faisais, à l'hiver 2016, là, j'étais rendue à faire 5 minutes de vélo stationnaire, puis il fallait que j'aille me coucher. J'avais tout perdu mes muscles, c'était vraiment l'enfer. Puis, je savais qu'il y avait quelque chose qui allait pas, donc je me suis mis en quête là, pour trouver ce qui allait pas. Puis, je pense que ma médecin, elle a été quand même très très accommodante, vu qu'elle connaît là, que j'étais infirmière praticienne. Elle se disait, bon, elle ne doit pas me demander de faire des tests pour rien. Quand j'ai demandé, j'ai dit, teste-moi donc la maladie de Lyme. Tu as été piqué par une tique. J'ai dit, ça fait longtemps, mais j'ai dit, regarde, là, ça se peut pas. Puis, mon premier test ELISA est revenu positif, mais c'est moi qui l'ai trouvé, c'est moi qui ai été voir dans mon dossier électronique parce que j'avais accès à ça via ma clinique. Et ça, c'est une des choses pour lesquelles j'étais vraiment reconnaissante de travailler dans le système médical. Parce que c'est moi qui l'ai vu que mes anticorps étaient positifs. Elle l'avait pas vu. Et que j'étais comme, OK. Je vous arrête là. Oui. Il y a votre médecin, vous avez le milieu de la santé, puis en plus une infirmière, ce qu'on appelle les super infirmières. Oui. Là, vous êtes obligé d'aller analyser votre propre dossier parce que le médecin ne l'a pas vu ou vous l'a pas dit non plus. Elle filait mal au téléphone parce qu'elle l'avait pas vu. Mais ça, c'est la première chose. Mais après ça, comme vous savez, un ELISA positif, c'est envoyé à Winnipeg pour une deuxième analyse avec leur trousse. Et leur trousse est revenue négative. Donc, mais ils testent une souche sur la possibilité de 300 dans le monde, dont 100 en Amérique du Nord. Donc, moi, là, ma médecin a dit, c'était un faux positif. On a cherché plein de choses. T'es trop stressé, relax un peu. Puis c'est là que j'ai compris, j'ai dit non. Moi, en 36 ans que j'habite dans mon corps, je me suis jamais sentie aussi mal dedans. Puis j'ai compris que là, j'étais on my own, que j'étais toute seule. Il fallait que je me retrousse les manches et que je me sauve ma propre peau. Donc, ce que j'ai fait, j'ai appelé à Winnipeg, j'ai dit, quand vous avez un ELISA positif, mais que votre trousse est négatif, qu'est-ce que vous faites? On envoie un autre spécimen. Merci, je vais faire ça. Puis en même temps, j'avais commandé le test de Hyginex, comme j'étais infirmière praticienne, j'avais des droits de prescription, donc j'ai fait commander le kit. Puis j'ai envoyé le kit en Californie, puis au Québec encore en même temps. Et au Québec, mes anticorps avaient doublé. Donc, entre octobre 2016, décembre 2016, mes anticorps avaient doublé. Mais Winnipeg revenait toujours négatif. Tandis que Hyginex en Californie, c'est revenu positif all the way. Mais j'avais déjà, entre le moment que je suis tombée malade puis le moment que j'ai eu cette confirmation-là, il s'est passé 8 mois. Mais j'avais tellement une suspicion forte que c'était la maladie de Lyme parce que je me renseignais, je lisais, j'étais comme un petit peu obsessive, compulsive avec les recherches parce que je me voyais dégringoler, là, puis j'étais comme, c'était une course contre la montre, là. J'avais tellement une grande suspicion que j'ai commencé à me traiter avec des plantes en novembre 2016. Puis c'est en faisant ça que j'ai sauvé mon cerveau. Puis j'avais déjà fait des changements dans mon alimentation intuitivement, sans savoir ce
qui se passait, mais je sentais que mon corps avait besoin de ça. Et plus tard, quand j'ai lu sur la maladie de Lyme puis l'alimentation optimale, je me suis rendu compte que j'avais fait intuitivement exactement les choses que ça prenait. Donc, quand j'ai eu la confirmation que c'était ça, là, je me suis mis à fond dans les traitements. Premièrement, je voulais rien savoir des antibiotiques conventionnels parce que moi, qui étais prescriptrice de médicaments, je me suis rendu compte que moi-même, je ne prendrais pas 95% des prescriptions que je faisais aux gens. Puis ça a été une dure constatation et ça a été pour moi un des cadeaux de la maladie de Lyme parce que ça m'a permis de voir que j'étais pas en alignement avec le paradigme du modèle médical. Le modèle médical a sa place complètement, puis il y a certaines personnes qui en ont vraiment besoin. Des antibiotiques conventionnels, mais moi, pour mon corps à moi, je ne peux pas concevoir de mettre ça dans mon corps. J'ai été vraiment plutôt avec des plantes, beaucoup de choses, puis en 4 mois de traitement actif comme ça, j'ai récupéré 80% de mon énergie. Et puis cet été, j'ai recommencé à voler en deltaplane, à faire l'équitation, puis j'étais tellement reconnaissante de pouvoir recommencer à vivre. Mais là, il y a plusieurs personnes qui m'ont contacté parce qu'ils voulaient savoir qu'est-ce que j'avais fait. Puis je me suis rendu compte que les gens étaient esclaves du système de santé, esclaves un peu du manque de connaissances du corps médical. Puis avec la maladie de Lyme, on le sait, c'est une course contre la montre. Si on n'agit pas, ça se détériore. Moi, c'est comme ça que ça s'est passé. En très peu de mois, j'ai perdu 17 livres, puis j'avais pas de poids à perdre là, en partant, puis j'avais plus de muscles, puis j'étais grise dans mon teint. C'était vraiment pas fantastique. Fait que je dis souvent, j'ai été en enfer, puis je suis revenue, je ne vais plus jamais y aller, parce que je sais ce que ça a l'air maintenant. Et j'ai vu à quel point les gens étaient laissés à eux-mêmes. La plupart se sont fait dire, comme vous avez entendu, puis je trouve ça inconcevable, c'est dans votre tête, on vous dirige en psychiatrie, on vous donne des antidépresseurs, puis ils font de l'errance médicale, ils continuent à se détériorer. Donc, c'est là que moi, j'ai dit, regardez, moi, je vais prendre toutes mes connaissances, toutes les lectures que j'ai faites dans la dernière année, toute mon expérience personnelle, j'ai packagé ça dans une formation pour aider les gens à se prendre en main, à devenir, à reprendre le contrôle de leur santé et de leur vie. Tu sais, c'est frustrant parce qu'on paye beaucoup d'impôts au Québec pour notre système de santé. Oui, les médecins, bon, on aimerait ça qu'il y ait plus de connaissances sur la maladie de Lyme. En ce moment, il n'y en a pas de ligne directrice. Je le sais, je travaillais dans le domaine. Il n'y en a pas de ligne directrice pour quoi que ce soit au-delà de 30 jours après la piqûre de la tique. Donc, quelqu'un qui trouve la tique et qui a un érythème migrant, c'est très chanceux parce qu'il peut avoir un traitement, ça c'est si le médecin le reconnaît, mais il peut avoir un traitement rapide, précoce. Et quand ça s'étire au-delà de ça, en dissémination précoce et en dissémination tardive, c'est beaucoup plus difficile. C'est là que, tu sais, là, c'est la spirale vers le bas là, pour les gens. Puis, oui, là, il y a des fonds qui sont octroyés pour la recherche, mais je sais, moi, le temps que ça prend pour développer une ligne directrice, pour changer une conduite médicale, on donnait l'exemple de la fibromyalgie, c'est pas demain matin là, qu'on va avoir des lignes directrices. Et je salue les médecins qui ont le courage de sortir un peu des lignes directrices, ou en fait, parce qu'il n'y en a pas. Mais c'est une réalité que en ce moment, les gens sont laissés à eux-mêmes. Donc, mon mantra de tous les jours, c'est la connaissance, c'est la liberté. Puis c'est ce que je m'empresse d'appliquer dans ma vie, puis dans la vie des gens que j'ai eu l'honneur d'aider un petit peu là-dedans. Ben, je vous remercie de nous faire mettre la lumière sur cette approche-là également, qu'il y en ait une positive. Heureusement, ça vous a servi. Merci d'avoir partagé avec nous, Mme Catherine Gagnon. Bon courage et vous êtes à 80%. Je vous souhaite que l'on se reparle à un moment donné et que Catherine Gagnon ait tout appris. Merci infiniment. Merci. Merci beaucoup, Pascal. Merci, bonne journée. Mme Nancy Mondeau est en ligne. Bonjour, Mme Mondeau. Allô? Comment allez-vous dans les circonstances? Ça va très bien, vous-même. Oui, merci. Madame Mondou, vous n'êtes pas en fauteuil roulant, vous? Oui. Vous êtes en fauteuil roulant? Oui, depuis 3 ans. OK, parce que c'est ça, j'avais dit... depuis 3 ans en fauteuil roulant. Oui. Suite à... Oui, allez-y. Ben, moi, j'ai accouché en août 97,
Puis en janvier 98, j'ai commencé à manquer d'équilibre, à pas filer dans mon corps. Puis là, en allant voir le médecin généraliste, il m'a dit, ben là, tu fais un postpartum. Puis là, je suis allée le voir plein de fois, puis je faisais un gros postpartum selon lui, jusqu'à ce que je me désorganise, puis que je lui dise de me trouver autre chose. Puis finalement, ben là, il m'a envoyé en neurologie, puis je me suis fait diagnostiquer sclérose en plaques. Ça, c'est à 25 ans. Ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans. Mais je dis, c'est à l'âge de 25 ans que ça vous est arrivé. Oui. Avec un bébé qui arrive. Un bébé sans oui, si vous me l'écrivez d'ailleurs, un bébé tout neuf, de toute beauté. Ouais. Et là, on parle de postpartum, donc on vous traite pas plus qu'il faut. C'est normal, Mme Mondou. C'est antidépresseur. Oui. Puis à un moment donné, vous dites, réveillez-vous. Depuis 20 ans, le nombre de prescriptions d'antidépresseurs que j'ai eu, c'est comme inconcevable. Parce que aussitôt que tu vas voir le médecin, tu dois faire une dépression. C'est probablement une dépression. Mais finalement, il n'y en a jamais eu de dépression. Puis quand ma neurologue m'a diagnostiqué sclérose en plaques, ben j'ai dit, il faut que tu me trouves autre chose parce que j'ai autre chose dans mon corps. Puis elle m'a dit, non, tu vas finir en fauteuil roulant et alité. À 25 ans, se faire dire ça, c'est comme, non, c'est pas vrai. Puis là, ben, le temps passé, puis j'ai eu tous les médicaments possibles et impossibles pour la sclérose en plaques sans que quelconque soit efficace. Puis on me disait que c'est parce que ta sclérose en plaques est comme toi, elle est trop active. Fait que c'est pour ça que ça fonctionne pas, t'es trop active, ta maladie est trop folle. Il en trouve des phrases, hein? Et là, Mme Mondou, on va parler de ce qui a suivi, mais au moment où ils vous disent ça, là, est-ce que vous en venez qu'à les croire? À un moment donné, y a-t-il un doute qui s'installe? Parce que vous dites, là, je leur dis, trouve-moi autre chose, c'est pas ça. Mais à un moment donné, on persiste, on insiste et on insiste. Mais pour vous, il y a tout... cru. Vous n'avez pas cru? Je savais qu'il y avait autre chose. Ça vous ressemblait pas, la sclérose en plaques? Non, pas du tout. Il y avait autre chose. Il y avait autre chose. Mais sauf que personne ne me croyait, c'était dans ma tête, mais vraiment dans ma tête. Puis en 2010, je suis allée en Bulgarie pour le traitement de la CCSVI. Ça l'a comme rien fait. Je suis allée 2 fois, ça l'a coûté cher, puis ça n'a eu aucun impact. Puis là, ben, à la fin du mois de juin, j'écoutais Canal Vie, puis là, c'était l'émission sur la maladie de Lyme, puis là, on finit l'émission, puis là, ma mère a dit, non, mais pour vraiment que tu y ailles. Fait que j'ai fait ma demande en juillet pour aller voir le docteur McShane, puis je suis allée début août. Puis depuis ce temps-là, ben, je prends les antibiotiques, puis c'est merveilleux. Je retrouve comme plein de petites choses que j'avais perdues depuis longtemps. Mais c'est pas compliqué, 20 ans. 20 ans. 20 ans. C'est vraiment fou. Puis dans toutes ces années-là, on m'a diagnostiqué plein de choses, là, que j'avais le syndrome de Raynaud parce que mes pieds étaient noirs, ma circulation était mauvaise. On m'a proposé de m'installer un pacemaker, j'ai fait de la tachycardie. C'est complètement fou. Mais tout le monde sait que de se retrouver en fauteuil roulant, ça part dans la tête, de toute façon. Oui. Je deviens ironique avec ça parce que votre histoire, il y a des choses qui se rassemblent. Et je comprends pas que moi, qui n'est que petit animateur de radio, journaliste bien homme, je comprends, sans avoir été étudié en médecine à l'université, que je comprends que vos histoires, là, il y a un fil conducteur. Il y a des histoires qui se ressemblent. Hein, vous jasez entre vous autres, là, puis Simon, t'as entendu des choses, t'as dit, hey, ça, moi, je le sais-tu. Tu as écouté une émission en Canal Vie, Sophie, t'as dit, hey, c'est ce maladie-là qui me ressemble, c'est moi. Madame Mondou, Marguerite écoute des témoignages, puis dit, hey, il y a un fil conducteur. Personne ne le voit. J'ai l'impression que personne ne veut le voir. C'est pas ne le voit, c'est ne veut le voir. Madame Mondou, vous me disiez que vous allez mieux aujourd'hui. Est-ce que pour vous, le fauteuil roulant, c'est à tout jamais? Ben, là, présentement, je suis encore en fauteuil roulant, mais certain que c'est sous peu que ça va arrêter, là. Oui. Sentez-vous déjà une amélioration au niveau de votre mobilité personnelle? Ah, vraiment. Le lendemain où j'ai commencé les antibiotiques, il y avait vraiment une différence dans mon corps. Je
je me sentais, avant, c'est comme si j'étais en prison dans mon corps. Puis quand j'ai commencé des antibiotiques, ça a fait comme, wow, je peux bouger. C'était une petite histoire comme ça, mais c'est comme incroyable. Je peux pas croire qu'on est au Québec, on n'est pas au tiers-monde, là. Mais il faut aussi, ce dont je ne veux pas parler, puis ce qui me dérange un peu, c'est que, tu sais, avoir la sclérose en plaques au Québec, là, en 2017, là, c'est payant. Oui. Parce que ça nous coûte 25 000 $ par année quand on a la sclérose en plaques. Oui. Mais on l'a abordé tantôt un peu, l'aspect économique. On commence, moi, on m'a fait allumer là-dessus, on commence à... C'est incroyable, parce que là, on n'est plus payant, là. Non, vous avez raison. On n'est plus payant. Vous avez tellement raison. Madame Nancy Mondou, c'est tout le temps que l'on a, mais je vous remercie tellement de vous être arrêté. Je vous souhaite bonne chance. Puis on va continuer de se parler, il faut continuer à interagir. Et je vous souhaite que le fauteuil roulant soit bientôt disparu. Merci. Vous le méritez par votre courage. Merci à vous. Bonne fin de journée. Merci. Messieurs, dames, je dois faire vite parce qu'on va, on doit poursuivre en autre émission. Merci infiniment, Simon, d'être venu nous raconter ça. C'est long, écoutez tout le monde, mais je sais que j'ai vu du non-verbal. Ouais, c'est très intéressant. On se reconnaît. C'est surtout du monde avec qui on parle régulièrement. Là, puis on sait pas toujours toute l'histoire, puis on l'entend. Exact. Puis c'est les sons de cloche, oui, moi aussi, ça fait. Ouais. C'est la 4e fois que je réapprends à marcher, en 13 ans. 4e fois que tu réapprends à marcher? Je le fais tout seul à cette heure. Je suis rendu bon. Bravo. Bravo. Moi, je dis... Ça me déboussole à chaque fois. Désolé. Non, il faut, mais je veux dire, je me dis, c'est hallucinant comme malgré de laser. Là, je dois faire vraiment vite parce qu'on va s'en aller. Mais ça va falloir revenir avec d'autres émissions. Je vous fais la promesse qu'on avait dit 2, puis on en fera d'autres. Et puis, on va se parler pour d'autres initiatives également. Merci beaucoup. Mais je vous remercie infiniment. C'est moi qui vous remercie. Et courage, puis on lâche pas. La solidarité, c'est ça qui est important. Vous vous écrivez entre vous autres, il faut vous voir, il faut vous parler, il faut vous entendre, et il faut lancer le même cri. Moi, j'ai une grosse voix, là, mais si vous êtes tout le monde ensemble, imaginez ce que ça peut faire avec... merci beaucoup. Sophie, merci d'avoir été l'initiatrice de tout ça. Merci de ton courage. Jocelyn, qui est en coin là-bas, qui est là, qui a été discret, qui est celui qui m'a allumé. Merci, merci Jocelyn. Messieurs, dames, on doit vous laisser. Thierry Salas s'en vient. On s'en va sur CGMS, CPM. Passez une bonne soirée. On est de retour demain avec billet de retour conventionnel. Mais j'en fais la promesse publique. Il y en aura d'autres. Bye.